Nous avons tous entendu parler des Vikings et des barbares, ces guerriers légendaires qui placent leur fierté de combattant au-dessus de tout, prêts à tout pour rester fidèles à leurs croyances. C'est exactement ce qui se passe ici. La brute aux yeux injectés de sang est un barbare fier et déterminé qui se bat à mort contre les membres de son propre clan après avoir été trahi. Acculé au bord d'une falaise, son seul objectif est de protéger sa famille, et il est prêt à sacrifier sa vie pour eux. Il hurle à sa femme Evelyn de préparer le sort pendant qu'il retient leurs ennemis, luttant comme un véritable héros. À ses côtés, leur fils unique, Eden, regarde son père avec admiration, témoin de ce combat désespéré mené pour l'honneur et la famille. Soudain, une pluie de lances transperce le guerrier, le faisant cracher du sang. Eden s'écrie, horrifié, mais son père ne faiblit pas. Il brandit son arme avec une force surhumaine, taillant ses adversaires comme s'ils n'étaient que des légumes, tandis que sa femme commence à incanter son sort. Une lumière bleue éclate depuis le ciel, entourant Eden et le soulevant lentement. Evelyn, la voix tremblante mais pleine d'amour, prie pour que cette étoile l'emmène dans un endroit meilleur. Elle le supplie de survivre, de vivre. Eden, terrifié par l'inconnu, refuse, mais la voix tonitruante de son père l'interpelle, déclenchant quelque chose en lui. Il lui ordonne de devenir assez fort pour ne jamais rien perdre, assez puissant pour que personne ne puisse le toucher. Les larmes coulent sur le visage d'Eden alors qu'il comprend enfin. La bravoure de son père face à la mort l'inspire, et il décide qu'un jour, il deviendra un barbare aussi honorable que lui. La scène suivante nous projette dans une ruelle sombre en pleine ville moderne. Une bande de voyous, avec des sourires mauvais, s'apprête à s'amuser en s'attaquant à leur première cible depuis l'examen d'entrée. Leur victime, un gamin riche au look de nerfs, parfait pour eux. Ce gosse, c'est Kim Jin, élève de 3e année au lycée GNL. Il incarne parfaitement le stéréotype du fils à papa. Jin refuse de céder et tient tête aux voyous en les mettant en garde. Il risque de s'attirer de gros ennuis, mais ses avertissements ne font que les amuser davantage. Il lui rappelle qu'il est déjà en plein dedans, ricanant tandis qu'il se comporte comme les rois du quartier. Jin essaie de rester calme et leur explique que ses amis arriveront bientôt et que ça pourrait très mal finir pour eux. Mais ces gars-là n'écoutent rien. L'un des voyous attrape Jin par la tête pour lui coller une gifle monumentale. C'est alors qu'un bruit sourd résonne. Le voyou est violemment envoyé au tapis par un coup si puissant qu'il reste KO sur place. Les autres paniquent, complètement sidérés, lorsqu'un énorme coup vient exploser le mur à côté d'eux. Le responsable, un type gigantesque aux épaules larges, avec ses mêmes yeux injectés de sang que nous avons vu plus tôt. Ce colosse, c'est Kang Choldu, un camarade de 3e année au lycée GNL. Les voyous tremblent comme des feuilles en le voyant s'avancer, se demandant comment un être humain peut briser un mur à main nue. Kang attrape l'un d'eux par le col, et avec une force herculéenne, lui inflige une correction mémorable, montrant cette puissance brute digne des barbares d'autrefois. Les voyous terrassés, Kang et Jin reprennent leur chemin, marchant côte à côte comme si rien ne s'était passé. Jin, toujours impressionné, félicite Kang pour sa performance incroyable, ajoutant avec humour qu'il a peut-être un peu exagéré cette fois-ci en frappant carrément à travers un mur. En le regardant, Jin ne peut s'empêcher de se demander si son ami est vraiment humain, tant sa démonstration de force dépasse l'entendement. Kang est un peu gêné par le compliment et répond nerveusement qu'il est juste un humain ordinaire. Enfin, techniquement, il est plus proche d'un extraterrestre, puisqu'il a voyagé d'un autre monde pour atterrir ici, sur cette planète qu'on appelle la Terre, il y a maintenant 10 ans. Jinta, quant à lui, ne peut s'empêcher de faire remarquer que Kang dégage parfois une énergie étrange, presque comme s'il ne venait pas de ce monde. Ce n'est pas la première fois qu'il entend ça, d'ailleurs, et il commence à se demander si des signes de son côté barbare ne transparaissent pas un peu trop. Un peu plus tard, on découvre une montagne de bols de riz vides empilés devant Kang. Le 6e est actuellement en train d'être englouti par notre colosse. Manger 6 bols à la chaîne, ce n'est clairement pas commun, mais malgré ça, son grand-père s'inquiète encore de le voir manger si peu. Kang se contente de hausser les épaules, expliquant qu'il n'a pas eu un grand appétit ces derniers temps. En réponse, son grand-père lui avoue que lui aussi mange moins, la faute à la vieillesse qui rend la digestion plus compliquée. Il plaisante en disant que regarder Kang engloutir des montagnes de nourriture suffit à le rassasier. Ce vieil homme, tout maigre avec son sourire chaleureux et bienveillant, est la personne la plus précieuse aux yeux de Kang. C'est lui qui l'a recueilli, ce gamin barbare sans attache, et qui l'a élevé sans jamais rien demander en retour. Puis, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose, le vieil homme mentionne un appel du manager Park. Il demande à Kang s'il a décidé de devenir boxeur, mais Kang refuse catégoriquement l'idée. Son grand-père insiste un peu, lui rappelant qu'il a gagné tous les tournois auxquels il a participé, et que ce serait un énorme gâchis de laisser un tel potentiel athlétique tomber dans l'oubli. Kang ne peut qu'esquisser un sourire nerveux. Après tout, pour lui, les barbares et les humains appartiennent à deux espèces totalement différentes. Même s'il a déjà essayé des sports, il avait toujours l'impression de tricher. Il était tellement en avance sur les autres que cela ruinait complètement le sens du fair-play. Il ne veut pas décevoir son grand-père, mais dans son cœur, il sait que pour un barbare comme lui, il n'existe qu'un seul chemin, celui d'un guerrier. C'est bien différent des sports humains. Pour lui, seul un vrai combat, sanglant et féroce, face à des adversaires dignes, peut avoir un sens. Mais bon, il garde toutes ses pensées pour lui.
Impossible de révéler à son grand-père ses origines. Même s'il voulait vraiment devenir un guerrier, cette foutue terre est beaucoup trop paisible pour offrir le genre de bataille dont il rêve. Tout à coup, le regard inquiet de son grand-père attire son attention. À la télévision, des nouvelles alarmantes défilent. Un désastre non identifié a frappé Changju, et les autorités peinent à comprendre ce qui s'est passé. Kang fronce les sourcils et demande des explications. Le vieil homme lui raconte que l'incident a fait plus de 120 victimes et qu'un monstre aurait été aperçu sur les lieux. Il montre même des images d'une forme de vie inconnue, et le gouvernement conseille à la population de rester prudente. Les poils de Kang se dressent instantanément. Cette nouvelle le trouble au plus haut point. Il se lève brusquement, prêt à partir, ce qui inquiète immédiatement son grand-père. Mais Kang, le regard déterminé, lui dit qu'il a besoin de prendre l'air et qu'il reviendra bientôt. Il quitte la maison et se dirige vers l'épicentre de l'incident. C'est son ami Jinta qui joue les chauffeurs, même s'il n'a pas l'air très rassuré. Avec son permis tout neuf, Jinta serre le volant comme si sa vie en dépendait. Kang, lui, le remercie pour le trajet. Pendant le trajet, Kang ne peut s'empêcher de ressasser ce qu'il a vu à la télévision. Ce monstre, il l'a déjà vu. Les souvenirs de son enfance refont surface, et un frisson le parcourt. Il est convaincu que cette créature est liée, d'une façon ou d'une autre, au monde dont il est originaire. Soudain, il freine brusquement à l'entrée d'un tunnel où le trafic est complètement bloqué. Jinta savait qu'il y avait un problème, mais ressentir cette tension presque palpable rend l'atmosphère encore plus pesante. Des soldats sont postés un peu partout, et deux officiers impertinents s'approchent pour lancer une discussion. Kang, bien que toujours calme, ricane intérieurement alors qu'il lui demande à quel groupe il appartient. Les représentants de la New Song Development Corporation Limited lui proposent même de rejoindre leur entreprise s'il n'est rattaché à aucun groupe. Ils lui tendent une carte de visite, expliquant avec enthousiasme que s'il est intéressé, il pourrait faire partie de leur équipe. Kang prend la carte et demande s'il s'agit d'une sorte de guilde où des guerriers se rassemblent. L'officier éclate de rire, visiblement amusé par l'étrange question de Kang. Il lui explique que leur mission est de coloniser des planètes et qu'ils ressemblent plus à des travailleurs qu'à des guerriers. Il insiste sur le fait que rejoindre leur groupe serait la meilleure décision qu'il pourrait prendre. Kang reste poli mais refuse, affirmant avec assurance qu'il est un guerrier et non un travailleur, car devenir un simple ouvrier serait une honte pour lui. Cette remarque énerve l'officier, qui a l'impression que Kang le méprise, tandis que Kang lui reproche à son tour d'oser dénigrer un guerrier. La tension monte, mais avant que la situation n'explose, une étrange matière violette commence soudainement à apparaître. Un des soldats annonce avec gravité que ça commence et ordonne aux autres de se préparer. Une immense fenêtre s'illumine alors dans le ciel, annonçant que le procès de l'apocalypse est sur le point de commencer. Kang est complètement perdu. Une autre notification s'affiche, déclarant que la fin du monde approche et que le sanctuaire de planète Nova tend une main secourable aux habitants de la Terre, les encourageant à s'échapper par le portail vers Nova. Avant que Kang ait le temps de comprendre quoi que ce soit, tout s'accélère. Une énergie violette les enveloppe et les téléporte ailleurs en un clin d'œil. Le nouveau paysage semble étrangement calme au premier regard, mais Jinta panique totalement. Il s'en prend immédiatement à Kang, lui criant dessus et l'accusant de l'avoir entraîné dans ce chaos. Il le frappe sans ménagement, tentant de relâcher sa frustration. C'est alors qu'une fenêtre système apparaît devant les yeux de Jinta, indiquant que leur premier objectif est d'obtenir une pièce de gobelin, avec à la clé un avancement de classe pour les novices. Jinta, complètement perdu, ne comprend absolument rien à ce qui se passe. C'est à ce moment-là que Kang remarque des gobelins non loin d'eux. Ces créatures dégoûtantes baveuses semblent avoir réveillé quelque chose en lui. Jinta, horrifié, manque de s'évanouir en voyant ces monstres étranges, surtout en réalisant qu'il est censé les chasser. Mais Kang, lui, sent son instinct de guerrier prendre le dessus. Sans réfléchir, il se lance à pleine vitesse vers les gobelins, ses muscles en action, son sang bouillonnant d'excitation. C'est enfin l'instant qu'il attendait. Kang a cette lueur sauvage dans les yeux, prête à tout pulvériser sur son passage. Pour lui, peu importe cet apocalypse ou ce procès, c'est l'occasion rêvée d'écraser des têtes et de tester sa véritable force. Il fonce avec une telle puissance qu'il détruit tout sur son chemin. Les gobelins n'ont même pas le temps de comprendre ce qui leur arrive que Kang les élimine un par un avec des coups brutaux. Jinta, lui, reste figé, la bouche grande ouverte, incapable de croire ce qu'il vient de voir. Son ami vient littéralement de pulvériser 3 monstres en un clin d'œil. Une fois les gobelins morts, leur corps se pixelise étrangement comme des hologrammes avant de disparaître, laissant derrière eux une petite pièce brillante. Le système s'active alors et annonce que la monnaie de base de Planète Nova est constituée de pièces de gobelins. Il mentionne également que la monnaie exclusive de l'examen de la fin des temps n'est pas transférable. La pièce flotte entre les paumes de Kang et il remarque qu'elle ressemble exactement à la pièce de gobelin dont le système parlait plus tôt. Dès qu'elle tombe dans ses mains, une autre notification apparaît pour lui annoncer qu'il a gagné le droit de devenir citoyen de Nova et peut désormais traverser le portail pour y entrer. Jinta, toujours paumé, se demande de quoi tout cela parle, mais Kang ne s'en préoccupe pas davantage. Il jette un œil autour de lui, repère le portail qui flotte au loin et comprend que c'est sûrement de ça que le système parlait. Un peu plus tard, Jinta apparaît avec le visage en compote,
tenant maladroitement un gourdin en bois dans sa main. Il crie une fois de plus après Kang, furieux de s'être retrouvé dans ce chaos. Apparemment, Jinta doit chasser des gobelins tout seul pour pouvoir rejoindre cet endroit appelé Nova. Kang lui rappelle calmement qu'il ne peut pas transférer les pièces à quelqu'un d'autre, ce qui veut dire qu'il doit les gagner par ses propres moyens. Alors qu'ils en débattent, un gobelin bondit soudain vers Jinta, mais Kang intervient d'un geste désinvolte, écrasant la créature d'un seul coup. Il rappelle à son ami qu'il n'y a pas d'autre moyen de gagner ses pièces que de se battre et lui assure qu'il ne le laissera pas mourir ici, surtout qu'il est dans ce pétrin par sa faute. Après un certain temps, il termine enfin la quête, mais Jinta affiche une mine aussi acide qu'un citron. Au moins, il est soulagé que cette épreuve de souffrance soit enfin terminée. Dans la scène suivante, deux jumelles pointent depuis des buissons en direction d'un sac polochon abandonné. Une voix demande au sergent si ce sac appartient à leur unité, ce qu'il confirme en supposant que ces petits gobelins sournois ont dû le voler. Il décide alors de chasser tous les gobelins pour le récupérer. Pendant ce temps, Kang fouille un sac polochon similaire porté par les gobelins. Il découvre avec surprise qu'il contient beaucoup d'objets utiles, y compris des rations de combat, ce qui signifie qu'ils n'auront pas à s'inquiéter de la faim pendant un moment. C'est à ce moment précis qu'un canon de pistolet est pointé directement sur Kang et que les soldats, en panique, hurlent aux gobelins de mourir. Quand la réalité les rattrape, ils clignent des yeux avec confusion en réalisant qu'il s'agit simplement d'un humain. Jinta, tout tremblant, lève rapidement les mains en l'air, plaidant qu'il est humain et suppliant qu'on lui épargne la vie. Un peu plus tard, tout le monde s'assoit autour d'un repas. Les soldats s'excusent auprès de Kang et Jinta, expliquant qu'ils étaient tellement pris dans l'action qu'ils ont cru voir un gobelin. Ils avouent être soulagés de trouver d'autres survivants et demandent comment ils ont réussi à s'en sortir seuls et désarmés. Jinta explique qu'ils se sont retrouvés ici sans avoir la moindre idée de ce qu'était cet endroit. Il en profite pour demander aux soldats s'ils participent eux aussi à l'examen de la fin des temps et si tout ce qui s'affiche dans la fenêtre d'état est bien réel. Le sergent confirme, expliquant que même le gouvernement se prépare pour la fin des temps. Il révèle que la planète Nova, où les humains sont censés migrer, est encore un stade primitif, presque à l'âge de pierre. Ils doivent s'unir pour construire des villages et des infrastructures. Les grandes entreprises et organisations se sont déjà lancées dans le développement de Nova, ce qui a déclenché une compétition acharnée qui reste encore inconnue du grand public. Kang demande alors si Nova regorge de monstres comme ceux qu'ils ont affrontés. Le soldat hoche la tête, expliquant que cet endroit est comme un terrain d'essai, alors que Nova est la véritable scène principale. L'entraînement ici est essentiel, car Nova sera encore plus difficile à conquérir. En remettant le sac polochon à Kang, le soldat s'excuse de l'avoir pris plus tôt et le rassure. Il dispose de suffisamment de fournitures pour tout le monde. Il y aura assez de nourriture et d'armes pour tenir bon. Pendant ce temps, Kang est de plus en plus intrigué par cet endroit appelé Nova, surtout après avoir appris qu'il est censé être encore plus difficile. Un sourire narquois se dessine sur son visage à l'idée de pouvoir montrer de quoi il est capable. Il décide même de continuer à chasser malgré le fait qu'il ait déjà réussi le test. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils avancent dans une herbe épaisse, Jinta lutte pour suivre tandis que Kang marche tranquillement, comme s'il faisait une simple promenade. Jinta, épuisé, demande pourquoi il continue alors qu'ils ont déjà validé l'épreuve. Kang répond, tout en souriant, qu'après ce que les soldats ont dit, ils ne peuvent pas se permettre de rester sur place. Ils doivent progresser plus vite. C'est alors qu'ils aperçoivent un gobelin de haut niveau perché au sommet d'une tour, une structure qui ressemble au fruit d'une magie étrange. Jinta est complètement perdu face à cette créature qui ne ressemble en rien au gobelin qu'ils ont vu jusqu'ici. Mais Kang, lui, sourit largement. C'est exactement ce qu'il cherchait. Après avoir entendu ces bruits étranges les suivre, il a enfin trouvé sa prochaine cible. D'un bond fulgurant, il s'élance, tandis que Jinta panique et le prévient du danger évident. Mais Kang, avec un sourire presque maniaque, lâche joyeusement que plus c'est dangereux, mieux c'est. Il charge en direction de la tour, une poêle à frire à la main, comme un guerrier prêt à en découdre. Les gobelins qui l'entourent tentent de réagir, mais Kang les écrase d'un seul coup de sa poêle, les envoyant voler comme des mouches. Au sommet, le mage gobelin remarque enfin le chaos en contrebas et voit cet humain fou grimper la tour comme King Kong. Kang avance avec une telle détermination qu'il dégage presque une aura meurtrière. Le vieux gobelin, grognant de frustration, lève ses bras et invoque des éclairs du ciel qui zappent Kang sans ménagement. Jinta hurle de panique en voyant son ami se faire griller comme une tranche de pain, tandis que le gobelin arbore un sourire satisfait, persuadé d'avoir pris l'avantage. Cependant, ce sourire disparaît instantanément lorsqu'il remarque que Kang, malgré l'éclair, sourit toujours, de pur plaisir. En réalité, Kang a l'air encore plus excité qu'auparavant, même s'il est légèrement secoué par l'électricité. Frustré, le mage gobelin envoie un autre éclair, mais rien n'y fait. Kang ressent l'électricité parcourir son dos, mais il encaisse sans broncher. Sa mère, après tout, était une puissante chamane, et il a hérité d'une résistance magique que le gobelin avait clairement sous-estimée. Plantant fermement ses pieds au sol, Kang bondit dans les airs avec la grâce d'un météore. Il s'abat directement sur le mage gobelin avec une force explosive, détruisant non seulement la créature,
mais aussi la tour entière, qui s'effondre dans un fracas monumental. Alors que les débris retombent autour de lui, Kang reste allongé au milieu des ruines, le corps brûlé mais toujours avec ce sourire sauvage collé au visage. Il révèle alors qu'il doit sa force à la résistance magique héritée de sa mère. Alors que la poussière s'installe, les pièces gobelines commencent à apparaître tout autour de lui. Mais cette fois, il n'y a pas que des pièces. Une fenêtre système s'affiche soudainement, révélant qu'il a également obtenu un orbe de mana. Cet orbe, exclusif à l'épreuve de la fin des temps, accorde une petite quantité permanente de mana et peut être activé avec 10 pièces de gobelin. En résumé, Kang vient d'acquérir la capacité de manipuler le mana comme un vrai chaman. L'orbe s'enfonce lentement dans sa poitrine, et une lumière dorée s'enroule autour de lui, guérissant instantanément toutes ses brûlures et éraflures. La puissance qui monte en lui est si écrasante qu'il a l'impression que tous ses efforts précédents étaient insignifiants en comparaison. C'est à ce moment-là que Jinta arrive en courant, complètement paniqué. Mais son inquiétude laisse place à un choc absolu lorsqu'il voit Kang debout, rayonnant d'énergie, comme s'il n'avait jamais été blessé. Même après avoir été frappé par un éclair, Kang reste debout comme si de rien n'était, ce qui pousse Jin à lui demander pour la énième fois s'il est vraiment humain. Kang reste silencieux pendant un moment, ce qui inquiète Jin. Il lui demande s'il est blessé ou si quelque chose ne va pas. Mais, à la surprise générale, Kang déclare simplement qu'il veut repartir chasser. Son objectif est clair, traquer encore plus de chamans pour récolter leur fameux orbe. Jin, horrifié, panique en le suppliant d'arrêter ses discours insensés. Plus tard dans la nuit, ils installent enfin leur camp pour se reposer. Le lendemain matin, Jin se réveille avec les traits tirés et la première chose qu'il voit est le sourire éclatant de Kang qui tient fièrement 3 orbes dans ses mains. Apparemment, notre maniaque a passé toute la nuit à chasser sans relâche pour les collecter. Kang, surexcité, explique qu'il a désormais des orbes pour la force et la perception et il meurt d'envie de tester leur puissance. On dirait que tout cela le rend encore plus insatiable, déterminé à devenir toujours plus fort. Une nouvelle fenêtre système apparaît alors, révélant que 12 heures se sont écoulées depuis le début du procès de l'Apocalypse et que des boss de terrain commencent à apparaître dans la zone d'essai. Jin, les yeux écarquillés, demande de quel genre de boss le système parle. Le système répond en précisant que ces créatures sont des ennemis redoutables que les novices devraient éviter à tout prix. Il recommande même de s'échapper immédiatement par le portail. Mais bien sûr, Kang est déjà en train de bouillir d'excitation, prêt à en découdre. Jin, quant à lui, a l'impression de vivre un véritable cauchemar et souhaite juste s'enfuir le plus vite possible. La scène suivante nous emmène directement face au boss du terrain d'essai pour débutants, un ogre junior colossal. 2 soldats que l'on avait déjà vus auparavant tentent désespérément de tirer sur la bête, mais leur puissance de feu ne semble avoir aucun effet. Ils concentrent leur tir sur la main qui tient un énorme club, mais malgré le barrage de balles, le monstre reste imperturbable. Finalement, le club s'effondre. Mais avant que l'un des soldats ne se fasse écraser, Kang intervient comme un éclair. Il frappe le club avec une telle force qu'il explose littéralement en morceaux. Les soldats restent bouche bée face à cette démonstration de puissance. Kang se tient alors face au monstre, les yeux pleins de défi, et leur dit de reculer pour ne pas se blesser. Il veut régler ça tout seul. Avec une détermination folle, il charge comme un taureau enragé et frappe le monstre de plein fouet. Mais, contre toute attente, la créature bloque l'attaque et absorbe l'impact. Kang est stupéfait. Il a l'impression d'avoir frappé de l'acier pur plutôt que de la chair. L'ogre riposte alors d'un violent coup de poing qui envoie Kang voler comme un vulgaire fétu de paille. Il s'écrase au sol avec une telle force qu'il en crée un cratère. Jin reste figé, la mâchoire pendante. Voir Kang, le gars au crâne d'acier, être maîtrisé pour la première fois est aussi impressionnant qu'inquiétant. Les soldats, eux aussi, sont sous le choc. Survivre à un coup pareil relève du miracle. Après tout, les boss de terrain ne sont pas censés être de simples monstres. Il faudrait au moins avoir la puissance d'un char d'assaut pour espérer leur tenir tête. Kang commence enfin à ressentir la pression. Ce combat va être tout autre chose que les gobelins chamans qu'il a facilement écrasés plus tôt. L'ogre lance une nouvelle frappe, mais cette fois, Kang parvient à l'éviter de justesse en se décalant sur le côté. La créature enchaîne alors une série de coups de poing avec une vitesse hallucinante. Mais Kang continue de les esquiver, son instinct de guerrier en alerte maximale. Il sait que ce combat va exiger tout ce qu'il a dans le ventre. Ce monstre, bien que gigantesque, est aussi stupide qu'une pierre et ses attaques sont tellement prévisibles que Kang décide d'en tirer avantage. Dès que l'ogre balance un énorme coup de poing, Kang esquive avec agilité, attrape la main du monstre et utilise son propre élan pour le projeter au sol dans un impressionnant slam dunk. Sans perdre une seconde, il saute dans les airs, le poing levé, et assène un coup dévastateur directement dans la bouche de la créature, explosant toutes ses dents d'un seul coup. Le visage du monstre n'est plus qu'un désordre sanglant, mais Kang ne s'arrête pas là. Il continue d'enchaîner les coups avec une intensité presque jubilatoire, transformant la tête de l'ogre en punching ball personnel, chaque frappe résonnant comme un feu d'artifice. Les soldats, complètement abasourdis par la scène,
tremble de stupeur en regardant ce fou furieux défoncer à main nue un monstre qu'il pensait invincible. Une fois le pauvre ogre complètement réduit en bouillie, Kang se relève triomphalement et exécute une petite danse de la victoire, comme s'il venait de gagner le championnat du monde. Le monstre, gémissant une dernière fois, commence alors à se pixeliser pour finalement disparaître, laissant derrière lui un mystérieux orbe noir. Kang le ramasse avec curiosité, se demandant quelle capacité cette chose pourrait bien lui offrir. Lorsqu'il ouvre le système pour consulter les statistiques de l'orbe, il reste sans voix. Son expression laisse clairement entendre que cet objet est une vraie pépite, et nous, spectateurs, sommes encore plus impatients de savoir ce qu'il cache. Plus tard, tout le groupe se retrouve devant le portail. Kang, Jin et les 2 soldats. Les soldats remercient chaleureusement Kang de leur avoir sauvé la vie, mais notre héros fait le modeste, jouant les types calls en disant qu'il s'est battu uniquement parce qu'il en avait envie. Avant de partir, les soldats lui conseillent d'acheter tout ce qu'il peut au magasin avant de passer le portail, car seuls les objets provenant de ce magasin pourront être emportés sur Nova. Il pointe du doigt une petite cabane où un colporteur gobelin les observe avec un sourire, confiant tout en tirant nonchalamment sur sa pipe. Le gobelin les accueille d'un ton détendu, les invitant à jeter un œil à ses marchandises. Kang et Jin sont bouche bée de voir un gobelin qui parle aussi naturellement, mais ils n'ont pas le temps de s'attarder là-dessus. Les soldats s'éloignent pour aller faire leur rapport tandis que Jin, les yeux brillants, rappelle à Kang qu'ils ont une montagne de pièces à dépenser. Kang devient soudain sérieux, ce qui surprend son ami, mais Jin comprend immédiatement. Ils vont tout acheter, absolument tout. Les 2 maniaques s'empressent alors de dévaliser le magasin, empilant une montagne d'armes et d'équipements comme s'ils étaient dans un supermarché le jour des soldes. Une fois leur razzia terminée, ils se dirigent vers le portail, les bras chargés et des sourires jusqu'aux oreilles. Le système s'active alors pour annoncer que toutes les conditions ont été remplies et que le portail vers Nova est désormais ouvert. Un rayon violet les enveloppe, prêt à les téléporter. Jin, visiblement nerveux, se tourne vers Kang et lui demande s'il ne ressent pas un peu de stress à l'idée d'atterrir sur une autre planète. Mais Kang, fidèle à lui-même, lui adresse un immense sourire et déclare qu'il est tellement excité qu'il pourrait littéralement exploser. L'arcane lumière violette engloutit le duo et, quelques instants plus tard, ils atterrissent enfin sur Nova. La première chose qu'ils remarquent, ce sont les 2 lunes illuminant le ciel sombre. Sur une falaise au loin, des lumières scintillantes brillent, ce qui pousse Jin à supposer que c'est là que les gens se rassemblent. Il insiste pour qu'ils s'y rendent aussi rapidement que possible. Mais c'est à ce moment-là que Kang se fige, son visage redevenant sérieux, ce qui est généralement le signe qu'il va sortir quelque chose de complètement absurde. Et comme prévu, il annonce qu'il meurt de faim. Jin, horrifié, commence à paniquer, transpirant à grosses gouttes. Pour lui, cette situation est désormais encore plus sérieuse qu'avant. Chaque fois que Kang a faim, il se transforme en une vraie bête sauvage. Et honnêtement, ça rend la situation encore pire. Leur marche jusqu'au village de Tente va déjà prendre une bonne demi-journée. C'est à ce moment-là qu'une voix douce et mélodieuse attire leur attention. Une dame élégante se tient là, souriante, et leur demande s'ils viennent juste d'arriver sur Nova. Elle propose de les aider de toutes les manières possibles. Jinté, complètement charmé, reste bouche bée en admirant sa silhouette parfaite, tandis que Kang reste stoïque, droit comme un piquet, sans expression, fidèle à son rôle de Sigma. Jin demande rapidement s'il y a un endroit où trouver de la nourriture, expliquant qu'ils viennent d'arriver et non absolument rien. Bien que cette femme paraisse suspecte, elle semble amusée et leur fait remarquer que, malgré leur dire, ils n'ont pas vraiment l'air démunis. Néanmoins, elle leur propose de la suivre, en précisant qu'en ces temps difficiles, il faut s'entraider et qu'elle connaît un bon endroit pour trouver des ingrédients. Jinté est surexcité à l'idée de suivre une fille aussi séduisante, tandis que Kang salive déjà à l'idée de manger. Ils la suivent, et elle finit par pointer du doigt une petite direction en annonçant qu'ils sont arrivés. Il s'agit en fait d'un étang à poissons. Jinté s'accroupit aussitôt, sortant tout le nécessaire pour fabriquer des cannes à pêche avec ce qu'ils ont acheté au magasin. La femme, quant à elle, annonce qu'elle va chercher l'appât qu'elle a laissé plus loin. Sans la moindre méfiance, les 2 garçons se mettent à préparer leurs cannes, remerciant presque le ciel d'avoir rencontré une personne aussi généreuse. Le temps passe et Kang, fidèle à lui-même, devient de plus en plus impatient. Ses yeux pétillent d'une faim insatiable, et il trépigne sur place. Jin, concentré, essaie de le calmer en lui assurant que c'est presque prêt et qu'ils auront bientôt un délicieux festin. Une notification du système apparaît alors pour informer Jin qu'il a fabriqué une canne à pêche rudimentaire et débloqué une compétence d'artisanat. Mais c'est déjà trop tard. Kang, complètement hors de lui, explose et saute directement dans l'étang comme un fou furieux. Jin est en état de panique totale. Il hurle après Kang, le traitant d'idiot pour s'être jeté dans l'eau sans réfléchir. Alors qu'il se plaint des actions absurdes de son ami, une voix familière retentit derrière lui. Il se retourne brusquement et se retrouve face à la même femme accompagnée d'une bande de types louches. Les golems massifs le fixent d'un air menaçant tandis que la fille ricane, visiblement fière d'avoir attiré Jinté dans son piège. Les voyous se moquent de lui et l'un d'eux l'attrape par le col. La femme explique tranquillement que c'est Nova et que, ici, les faibles se font dévorer par les plus forts. Elle se moque de lui, le sommant de donner tout ce qu'il possède sans résister. Jinté, la voix tremblante, tente de la prévenir que cela ne finira pas bien pour elle et qu'elle le regrettera. Mais les types ne veulent rien entendre. Un des brutes lui assène une gifle si puissante qu'il envoie des étoiles.
Les voyous rient à gorge déployée en le voyant tituber misérablement, tout en demandant à la femme ce qui est arrivé au grand gars dont elle avait parlé plus tôt. Il suggère que Kang a probablement pris la fuite en sentant le danger arriver. Un autre voyou plaisante en disant que le fameux grand gaillard doit se cacher dans l'eau par peur. Ironiquement, il a raison, Kang est bien sous l'eau, mais pas parce qu'il a peur. À ce moment précis, quelque chose de bien plus sauvage et imprévisible est en train de se préparer. Une agitation éclate soudain dans l'eau et, sans surprise, c'est notre Kang qui se bat en tête-à-tête avec des crocodiles géants. La bande de crétins écarquille les yeux, complètement sous le choc en voyant cette scène irréelle. Kang, lui, reste concentré, réfléchissant à l'incroyable capacité qu'il vient de recevoir grâce à cet orbe noir. On revient brièvement au moment où il avait lu la description de ses nouvelles compétences. L'ORB lui confère la peau d'ogre, une capacité qui rend sa peau plus résistante que l'acier. Pas étonnant qu'il n'ait même pas une égratignure après s'être fait mordre par un alligator. Avec un slam dunk digne des plus grands, il assomme les reptiles, les hisse sur son épaule et sort triomphalement de l'étang, son dîner enfin sécurisé. Mais à peine a-t-il posé un pied dehors qu'il tombe nez à nez avec des invités surprises. Kang reste figé un instant, déconcerté, non pas par peur, mais parce qu'il n'a préparé de la viande d'alligator que pour deux. Jin, de son côté, hurle à plein poumon, suppliant Kang de le sauver pendant que les voyous tentent de leur voler leurs affaires. Kang est visiblement contrarié, pas par ces idiots, mais parce que tout ce qu'il voulait, c'était savourer son crocodile en paix. Pendant que Jin continue de se plaindre, expliquant en détail comment ils l'ont même giflé, les voyous se montrent de plus en plus arrogants. Ils pensent que même si Kang est fort, ils ont l'avantage du nombre. Mais comme on pouvait s'y attendre, celui qui aboie le plus fort est aussi le premier à voler dans les airs après avoir reçu un coup de poing monstrueux. Ce seul coup suffit à faire pâlir la femme, autrefois si confiant. Kang, toujours aussi stoïque, leur lance un avertissement. Il ferait mieux de se préparer à être balayé parce qu'il ne se contente pas de régler les problèmes. Non, lui, il les élimine. Debout devant le feu crépitant où la viande d'alligator grille lentement, Kang interroge les voyous pour savoir à quelle organisation ils appartiennent. Les types, tremblants, expliquent qu'ils font partie d'une bande peu recommandable, la faction des Tortues Dragons. Même si c'était un 5 contre 1, ces imbéciles n'étaient clairement pas de taille face à un barbare affamé. Quand Kang interroge celui qui semble être le leader, le voyou sourit faiblement et avoue qu'il n'est pas leur chef. Non, le vrai patron, c'est Ji Young-gu, le combattant le plus fort de la région, un homme terrifiant avec un énorme tatouage de démon dans le dos qui glace le sang de ses ennemis. La sorcière à l'origine de cette arnaque jubile, croyant que Kang et Jin sont désormais en danger. Selon elle, Ji Young-gu règne en maître, ayant accumulé des pierres de statistiques extorquées à d'innombrables novices. Kang, lui, écoute à moitié ses divagations tout en dégustant tranquillement un énorme morceau de viande d'alligator parfaitement grillé. Le regard de prédateur qu'il affiche pendant qu'il déchire la chair avec ses dents laisse les voyous au bord de la nausée, à mi-chemin entre l'admiration et le dégoût. Toujours généreux, Kang leur lance même une tête d'alligator pour le dîner, mais vu leur visage horrifié, il est clair qu'ils n'ont pas très faim. Une fois son estomac bien rempli, Kang se redresse, prêt à passer aux choses sérieuses. Avec un sourire carnassier, il ordonne aux 5 types de lui montrer le chemin. Le moment est venu d'aller rencontrer ce fameux Young-gu. Le quartier général de la faction Young est niché dans une clairière au cœur des bois, où plusieurs tentes sont installées pour créer une petite communauté. La paisible nuit est brusquement interrompue par les bruits sourds des combattants de la faction Young-gu qui frappent violemment le sol. Même les sous-chefs de la faction ne faisaient pas long feu face à Kang, qui se contentait de les traiter comme échauffement. Avec la viande d'alligator dans son ventre encore en pleine digestion, le barbare avait besoin de quelque chose pour s'occuper. Mais tandis que la tension montait, les membres restants de la faction commencèrent à pointer du doigt les jeunes voyous, les accusant d'avoir attiré un tel monstre jusqu'au camp. Zhang Du et sa bande, traités comme des traîtres, étaient désormais foutus. Peu importe qui sortirait vainqueur, ils allaient en payer le prix. Kang, lui, fléchit ses muscles et lança un défi tonitruant à Young-gu, exigeant qu'il sorte de sa cachette pour l'affronter comme un vrai homme. Ces provocations finirent par payer, car un rideau s'ouvrit paresseusement, révélant une silhouette massive qui fit pâlir Jin sur le champ. Le boss dont ils avaient tant entendu parler sortit enfin, et il était encore plus énorme que Kang. Le Dragon Turtle, chef de la faction du même nom, Jin Young-gu, faisait maintenant face aux barbares. Son imposante stature, semblable à un lutteur professionnel, fit trembler les voyous autour. Agacé, il demanda qui avait osé jouer avec ces hommes. Kang s'avança avec un sourire carnassier, visiblement ravi de voir enfin le grand patron face à lui. Mais aux yeux de Young-gu, Kang n'était qu'un gamin imprudent qui ne savait même pas insulter correctement. Le barbare, toujours aussi provocateur, applaudit avec ironie en déclarant qu'être vieux n'était pas une fierté, surtout quand on n'était qu'un petit escroc de bas étage. Sans attendre de réponse, Young-gu fonça et tenta un uppercut brutal sur la mâchoire de Kang. Le boss se plaignait déjà de cette génération qui ne comprenait rien à ce nouveau monde où parler négligemment pouvait coûter la vie. Kang, amusé, ne pouvait être plus d'accord. Pour lui, dans ce monde, celui qui frappe le plus fort est le vrai adulte dans la pièce.
Bloquant l'uppercut à main nue, il força Yong-gu à se reculer. Contre toute attente, le boss éclata de rire, impressionné. C'était la première fois que quelqu'un réussissait à stopper l'un de ses coups. Amusé, Yong-gu proposa alors un pari. Si Kang perdait, il devrait devenir son subordonné. En prime, il lui promettait une place de commandant en second. Kang accepta sans hésitation, mais ajouta sa propre condition. S'il gagnait, il voulait que les 5 voyous qui les avaient volés plus tôt soient laissés entre ses mains. Yong-gu ne comprenait pas cette demande étrange, mais accepta, pensant que Kang était simplement un jeune homme excentrique. Le pari scellé, il était temps de passer à l'action. Kang chargea avec une puissance terrifiante, son poing s'enfonçant directement dans le ventre du boss dans un impact retentissant. Le son seul résonna dans tout le camp, et les spectateurs en frissonnèrent. Pourtant, à la surprise générale, Yong-gu ne broncha même pas. Pire encore, il se moqua de Kang pour être entré directement dans le combat sans préambule. Pour lui, les jeunes d'aujourd'hui n'avaient plus aucune notion de la romance du combat, ils fonçaient sans réfléchir. Jin, caché dans les coulisses avec les autres spectateurs, resta bouche bée. Il n'avait jamais vu un coup de Kang être ainsi bloqué. Yong-gu finit par révéler la raison de sa résistance inhumaine. Il avait consommé un total de 12 pierres de statistiques. Pire encore, plus de la moitié étaient des pierres de force, ce qui le rendait presque immortel à ce niveau. Le sourire de Kang s'élargit à cette révélation, ses yeux s'illuminant comme un prédateur ayant enfin trouvé une proie à sa hauteur. Le vrai combat venait de commencer. Il est aussi résistant que la peau d'un ogre, un exploit dont le boss était particulièrement fier. Sa peau atteignait presque le niveau légendaire d'un ogre. Mais alors pourquoi diable les poings de ce barbare parvenaient-ils toujours à percer ses défenses et à lui infliger autant de dégâts? Kang, de son côté, n'avait pas rencontré un adversaire aussi coriace et stimulant depuis son combat avec l'ogre. Peu à peu, les deux combattants commencèrent à reconnaître la force de l'autre. Yong-gu, sentant la pression, choisit de se désengager pour reprendre son souffle en utilisant l'espace créé. Il tentait de jouer la comédie en disant que les coups de Kang étaient aussi doux que ceux d'un enfant. Mais à l'intérieur, il fulminait d'humiliation, accusant ce gamin arrogant d'avoir provoqué tout ce chaos. Poussé par la rage, Yong-gu chargea en hurlant qu'il allait réduire Kang en miettes. Finalement, le choc ultime arriva, une collision frontale entre leurs poings endurcis. Le soi-disant Dragon Turtle commença à grimacer de douleur avant même que les vraies hostilités ne commencent. Ses ongles s'arrachaient et ses poings, qui frappaient ceux de Kang, étaient écrasés jusqu'à ce que ses os se plient dans des angles douloureux. La différence était claire. Alors que Yong-gu s'était dopé avec des orbes frauduleux pour augmenter artificiellement sa force et sa durabilité, Kang possédait la vraie affaire, la compétence peau d'ogre. Une capacité qui se déclenche uniquement lorsque l'utilisateur est frappé, ce qui rendait le combat au corps à corps totalement suicidaire pour Yong-gu. Kang, tel un titan furieux, attrapa le prétendu boss par la gorge et le souleva dans les airs alors que ce dernier se débattait vainement pour se libérer. Kang, avec un air narquois, lui conseilla de bien serrer les dents pour l'attaque suivante. S'il ne le faisait pas, il risquait de s'en mordre la langue. De l'autre côté, les membres de la faction Dragon Turtle, voyant leur chef en détresse, tentèrent d'intervenir. Mais Zhang-Du et sa bande s'interposèrent, proclamant haut et fort qu'un combat équitable devait être respecté. Si quelqu'un osait encore interférer, ils étaient prêts à se salir les mains. Les anciens camarades de Zhang-Du l'accusèrent de traîtrise, mais il les corrigea aussitôt avec un sourire narquois. Il n'avait jamais été loyal envers qui que ce soit. Zhang-Du ne jurait que par la loi du plus fort, et à cet instant, le plus fort, c'était clairement Kang. L'agitation fut interrompue par un énorme projectile. Le patron Yong-gu lui-même, envoyé voler comme un sac de viande sanguinolente. Le météore vivant s'écrasa presque sur la position de Zhang-Du et sa bande, qui réussirent de justesse à esquiver. Au sol, Yong-gu, tremblant et trébuchant sur ses mots, implorait de l'aide à qui voulait bien l'entendre. Mais avant que qui que ce soit ne bouge, Kang bondit une dernière fois, son poing fermé prêt à délivrer le coup final. Son poing chargé de la force brute du monde s'arrêta à quelques centimètres du visage de Yong-gu. Kang soupira de déception, réalisant qu'il venait encore de gaspiller son temps sur un soi-disant boss qui, au final, n'était qu'un petit escroc pleurnichant pour sa vie. Quelques minutes plus tard, Kang et ses amis avaient pillé tous les ravitaillements et objets de valeur des coffres de la faction Dragon Turtle. Ils avaient pratiquement vidé le camp, emportant tout ce qui pouvait être utile. Alors qu'ils se préparaient à partir, Yong-gu, à genoux et humilié, posa une question avec un mince filet d'espoir dans la voix. Curieux de savoir à quelle organisation appartenait ce monstre de barbare, il demanda humblement à Kang d'où il venait. La question sembla complètement décontenancer Kang, qui répondit avec la plus grande sincérité, il n'appartenait à aucune organisation. Il était juste un simple lycéen en 2e année. Zhang-Du, voyant là une opportunité en or, profita de la situation pour tenter de se racheter auprès de Kang. Car après tout, dans un monde où la force décide de tout, mieux valait être dans les bonnes grâces du monstre qui venait d'humilier le chef de la faction. Le lendemain matin, Kang félicita son équipe pour avoir installé les tentes. Il annonça ensuite qu'ils allaient traverser la rivière pour atteindre leur prochaine destination.
le mystérieux sanctuaire pyramidal. Jin, fatigué et peu enthousiaste, paniqua en voyant que leur objectif était encore plus dangereux qu'auparavant. Alors que Kang avançait d'un pas assuré, Jin ne put s'empêcher de soupirer, se demandant ce qu'il avait fait pour mériter un tel ami. À la vue de l'immense rivière, Kang prit les choses en main et fabriqua un bateau rudimentaire, ce qui lui valut de l'expérience en artisanat. Pourtant, frustré par la lenteur de l'embarcation, il s'attacha à une corde et plongea directement dans l'eau infestée de crocodiles pour tirer le bateau lui-même. Jin hurla d'agacement, suppliant Kang de se calmer, mais son ami l'ignora, propulsant le bateau à une vitesse folle. Finalement, ils atteignirent l'imposant mur du sanctuaire pyramidal, prêts à relever leur prochain défi. Le système indique qu'ils ont besoin de 2000 pièces pour activer quelque chose d'important. Jin lit attentivement les instructions et s'étonne de voir une telle chose pour la première fois. Kang, de son côté, s'illumine d'excitation à l'idée de collecter toutes ces pièces et propose de commencer immédiatement. Mais son ami l'arrête, expliquant qu'il veut explorer seul cette fois. Jin confie qu'il n'a encore rien apporté à l'équipe depuis le début de l'apocalypse et qu'il s'est toujours accroché à Kang pour survivre. Pour une fois, il veut prouver qu'il peut se débrouiller seul. Kang est surpris mais accepte, et ils partent chacun de leur côté. Une fois la nuit tombée, Kang continue de se battre contre des dinosaures autruches, collectionnant les pièces comme s'il jouait à un jeu. Il commence même à y prendre plaisir, jusqu'à ce qu'un dinosaure tente de l'attaquer par derrière. Pris de colère, Kang élimine instantanément le monstre avec sa force brute. Après avoir nettoyé la zone, il décide de faire une pause, convaincu d'avoir assez de pièces. Mais soudain, l'un des corps de dinosaure se met à briller et une énorme sphère violette en sort. Intrigué, Kang s'approche et attrape la perle, découvrant qu'il s'agit d'une pierre de compétence appelée lancer. La description indique qu'elle lui permet de lancer des objets avec une vitesse et une force incroyables. Ravi d'obtenir une nouvelle capacité, Kang pense immédiatement à son ami Jin et se demande comment il s'en sort. Ailleurs, dans la jungle, Jin repère un dinosaure autruche. Il crie pour attirer son attention, puis s'élance à toute vitesse pour se cacher derrière un arbre. Espérant que son piège fonctionne, il tire rapidement sur des cordes tendues lorsque le dinosaure s'approche. Le monstre est pris au piège et hurle de rage, mais Jin ne lui laisse aucune chance et le poignarde sans relâche avec son couteau. Soulagé, il regarde la créature s'écrouler en réalisant à quel point la chasse au monstre est difficile pour lui. Il soupire en pensant que Kang aurait probablement réduit tout un groupe de ces créatures en miettes en quelques instants. Malgré tout, il est fier d'avoir utilisé un poignard taillé dans des os de crocodile pour y parvenir. Sûr de lui, il se relève et se promet de continuer à s'améliorer. Mais avant qu'il n'ait le temps de souffler, un énorme bûcheron ORC surgit de nulle part et attaque avec son gigantesque gourdin. Jin esquive de justesse, paniqué, et traite le monstre de cinglé. Il est persuadé que cet ORC est aussi redoutable que Kang. L'ORC ne lui laisse aucun répit et charge de nouveau. Jin voit sa vie défiler sous ses yeux quand, tout à coup, une pierre fuse à toute vitesse et percute l'ORC en pleine tête. Le monstre s'effondre d'un seul coup. Sous le choc, Jin se demande qui a pu lancer cette pierre, jusqu'à ce qu'il aperçoive Kang arriver fièrement. Kang lui sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, expliquant qu'il a utilisé sa nouvelle compétence lancée pour éliminer l'ORC en un coup. Soulagé de retrouver son ami, Kang lui avoue qu'il était inquiet. Les deux garçons décident alors de camper dans les bois pour la nuit. En faisant cuire la viande des dinosaures autruches, Jin raconte que c'était sa toute première fois face au monstre en solo. Il avoue qu'il ne se sent pas encore capable de se battre comme Kang, mais ce dernier, toujours optimiste, le rassure et lui assure qu'il deviendra plus fort s'il continue de s'entraîner. Touché par ces mots, Jin demande, un peu surpris, si c'est bien le même Kang qu'il connaît qui vient de lui dire ça. Kang le félicite alors pour ses progrès depuis leur arrivée dans ce monde, tout en ajoutant qu'il est un barbare, ce qui explique ses capacités hors normes. Complètement abasourdi, Jin s'exclame en entendant le mot barbare et demande plus d'explications. Amusé, Kang confirme encore une fois qu'il est bel et bien un barbare, ce qui fait rire Jin, qui réalise que son ami a toujours été différent. Kang conclut en lui disant de ne pas se comparer à lui, car ils sont deux personnes complètement différentes. Le lendemain matin, ils arrivent tous deux au sanctuaire pyramidal, impatients d'utiliser les 2000 pièces qu'ils ont collectées pour l'activer. Différent d'un humain normal, Jinté est complètement ébahi lorsqu'il entend Kang utiliser le mot barbare. Il demande à son ami d'en dire plus, visiblement choqué que cela ne lui ait jamais traversé l'esprit. Kang, amusé, confirme en répétant qu'il est bel et bien un barbare. Les yeux écarquillés, Jin se demande si son ami vient d'une nation sauvage, se rappelant tous les exploits absurdes qu'il a accomplis, impossible pour un humain ordinaire. Kang lui demande alors avec un sourire s'il ne l'avait vraiment pas deviné. Jin, déconcerté, avoue qu'il n'y avait aucun moyen de le savoir si Kang ne l'avait pas dit lui-même. Kang acquiesce, tout en lui assurant qu'il est fier des progrès qu'il a accomplis jusqu'ici, ajoutant qu'il n'a pas à se comparer à un barbare. Il lui rappelle que même s'ils évoluent ensemble, ils restent deux personnes complètement différentes. Mais avant même qu'ils ne puissent savourer cette petite victoire, Kang remarque une armée de monstrosaures qui s'approchent dans leur dos.
La panique s'installe chez Jin qui s'agrippe anxieusement à son ami pour se protéger. Kang, avec son air tranquille, le repousse doucement en disant qu'il est temps pour lui de se défendre seul maintenant qu'il a reçu ses nouveaux avantages. Pour le rassurer, Kang sourit et ajoute qu'il n'a pas à s'inquiéter, car après tout, il a un barbare à ses côtés. Sans attendre une seconde de plus, Kang bondit dans le groupe de monstres comme un fou furieux. Jin tente de l'arrêter, suppliant qu'ils combattent ensemble, mais Kang, déjà dans la mêlée, esquive une attaque d'ORC armée d'une lance. Le barbare grogne que ce n'est pas juste de viser un type désarmé. Il attrape alors l'ORC et le plaque violemment au sol avant de ramasser la lance pour équilibrer le combat. Un autre ORC s'approche en douce avec son énorme club et tente d'attaquer Kang par derrière. Réalisant qu'il ne pourra pas l'esquiver à temps, Kang s'agace, prêt à encaisser. Mais à cet instant, Jin surgit courageusement, déclarant que cet ORC est son adversaire. Le monstre, furieux, balance sa massue droit dans le ventre de Jinté. Bien que le coup soit brutal, Jin essaie de tenir tête, mais l'ORC continue de l'assaillir sans relâche. Chaque partie de son corps commence à hurler de douleur, et Jin se voit déjà au bord de la mort. Mais soudain, son corps se met à briller, et le système annonce que la bénédiction du sanctuaire a doublé son taux de récupération. Soulagé, Jin réalise qu'il peut encore tenir le coup. Avec un sourire déterminé, il esquive cette fois l'attaque de l'ORC et décide de ne pas abandonner, même si les monstres le terrifient. Jin serre les dents et fait face à son adversaire, convaincu qu'il peut se montrer à la hauteur des attentes de son ami barbare. Il tient bon, malgré les assauts incessants du monstre. Mais tout à coup, une nouvelle menace surgit derrière lui. L'ORC frappe Jinté d'un puissant coup de poing au visage, l'envoyant valser jusqu'à un arbre. Tentant de se relever avec difficulté, il réalise qu'il aurait dû être plus prudent au lieu de s'appuyer uniquement sur les bénédictions du sanctuaire. Mais après avoir encaissé plusieurs coups, il commence à prendre confiance. Désormais, il parvient à anticiper les schémas d'attaque du monstre. Jin charge alors courageusement en direction de l'ORC, prévoyant déjà que celui-ci frappera avec une attaque descendante. Comme s'il suivait un script parfait, le monstre frappe exactement comme prévu. Jin esquive d'un bond, se rapproche, et vise la tête de l'ORC avec son poignard en os de crocodile. Le coup est précis, et l'ORC s'écroule enfin au sol, vaincu. Jin explose de joie et célèbre sa victoire comme s'il avait gagné un championnat. Kang, impressionné par la performance, le félicite avec un grand sourire et lui dit qu'il est devenu plus fort. Jinté, encore tout essoufflé, explique qu'il commence doucement à s'habituer au combat contre les monstres. Il ne manque pas de rappeler que les exploits de Kang sont toujours hors du commun, surtout après l'avoir vu écraser toute une bande d'ors armés de lances comme si c'était un simple échauffement. Soudain, une notification du système apparaît. Kang a obtenu une nouvelle compétence appelée lance mystère, grâce à sa compréhension approfondie des techniques de lance. Kang éclate de rire en réalisant qu'il a débloqué cette compétence simplement en se battant avec une lance volée. Tout excité, il partage la nouvelle avec Jinté, expliquant que c'est similaire à la façon dont il avait découvert l'artisanat en utilisant de nouveaux outils. Kang, électrisé à l'idée d'apprendre encore plus, demande avec enthousiasme si Jinté a déjà récupéré ses forces. Jin, un peu paniqué, soupire en se demandant si son ami compte vraiment affronter d'autres monstres. Kang pointe soudainement les empreintes laissées par les ors et propose de les suivre pour trouver leur cachette. Son objectif, mettre la main sur encore plus d'armes, surtout des lances. Après un certain temps, ils arrivent finalement devant le village des bûcherons or. Cachés dans les buissons, ils observent les créatures brutales en contrebas. Deux hommes se trouvent non loin d'eux, aussi en train d'observer discrètement. Ils chuchotent que les ors sont la principale raison pour laquelle les humains n'ont pas encore réussi à conquérir ce continent. Persuadés d'être les premiers à découvrir cette base, ils s'imaginent déjà une belle récompense en informant leur patron. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, une main ferme se pose sur leurs épaules, les faisant sursauter violemment. Kang apparaît soudainement et leur ordonne de rester silencieux. Les hommes, surpris et un peu effrayés, reconnaissent leur patron et tentent de se justifier en expliquant qu'ils sont en mission de reconnaissance. Ils ajoutent qu'ils essaient de se fondre dans le décor pour ne pas se faire repérer par les ors. L'un d'eux conseille même à Kang de faire demi-tour, expliquant qu'il serait insensé d'affronter autant de monstres à la fois, surtout le chef ORC. En désignant le chef, ils ajoutent qu'il faudrait une armée entière pour espérer le vaincre. Kang écoute poliment, mais son regard s'illumine lorsqu'il remarque la hache massive que tient le chef ORC. Son excitation est palpable alors qu'il déclare avec un sourire carnassier qu'il compte bien s'emparer de cette arme. Sans attendre, il saute audacieusement dans le camp ennemi, Jin le suivant malgré lui et malgré les cris d'avertissement des serviteurs. En quelques minutes seulement, Kang anéantit tous les ors sur son passage. Face au chef ORC, il enlève sa chemise avec fierté et conseille à Jin de se reposer car il veut affronter le boss seul. Avec un sourire malicieux, il se met à imiter les sons gutturaux des ors. Jin, intrigué, lui demande s'il a appris leur langue en combattant. Kang éclate de rire et avoue qu'il improvise, car les monstres ne cessent de répéter ces mots. Le chef ORC, furieux, charge avec sa hache, mais Kang esquive habilement et riposte avec un coup de pied, qui n'a absolument aucun effet contre l'armure épaisse de l'ORC. Réalisant que sa peau d'ogre ne suffira pas à encaisser une attaque directe de la hache, Kang change de stratégie.
D'un mouvement brutal, il attrape le bras de l'ORC et lui arrache l'énorme hache des mains. L'ORC hurle de panique en voyant son arme disparaître. Kang, ravi, remercie l'ORC pour ce cadeau inattendu avant de lui fracasser la tête avec la hache. Le chef s'effondre et le système annonce que Kang a acquis une nouvelle compétence, maîtrise de la hache. Les serviteurs, encore sous le choc, le regardent avec des yeux écarquillés et le traitent de fou pour avoir osé affronter le chef seul. Jinté, quant à lui, souffle de soulagement et commence à célébrer bruyamment leur victoire. L'un des serviteurs murmure qu'avec une telle puissance, Kang ressemble plus à un monstre qu'à un humain, et qu'il faudrait peut-être s'inquiéter de le laisser libre dans la nature. Pendant ce temps, Kang savoure sa victoire, tout fier d'avoir vaincu le chef ORC. Le système confirme qu'il a obtenu un nouvel objet, la grande hache du chef ORC. Mais ce n'est que le début de son aventure, et on a déjà hâte de voir jusqu'où sa force barbare le mènera dans les prochains chapitres. Pendant ce temps, au quartier général de l'armée, près du bureau de Janji, celle-ci était assise, plongée dans un rapport détaillé. Ses yeux se plissèrent légèrement tandis qu'elle absorbait chaque mot du récit impressionnant. Elle se tourna alors vers un autre officier à ses côtés, une lueur de réflexion dans le regard. Elle parlait d'un ton mêlé d'étonnement et de sérieux, les yeux rivés sur le rapport. Il est écrit ici que quelqu'un a réussi à éliminer à lui seul le chef ogre junior lors des épreuves. Non seulement cela, mais la même personne aurait ensuite tenu tête à Gango et affronté les hordes d'or ainsi que Neve. Le rapport était sans équivoque, il ne pouvait s'agir que de Shell. Un haut responsable, visiblement frustré, interrogea l'officier subalterne qui se tenait devant elle sur leur incapacité à détecter un tel talent plus tôt. Plusieurs fois, elle frappa le bureau de sa main droite pour souligner son agacement. L'officier, un peu nerveux, expliqua que l'âge du candidat l'avait rendu inéligible pour un enrôlement. À ces mots, le responsable s'arrêta net, visiblement choqué. En examinant de plus près les détails du rapport, elle découvrit avec stupéfaction que le candidat n'était qu'un lycéen. En réponse, elle claqua le dossier sur le bureau avec force, sa voix ferme et autoritaire résonnant dans la pièce. « Envoyez immédiatement un avis d'enrôlement », ordonna-t-elle. L'officier, mal à l'aise, expliqua avec prudence que convaincre Shell risquait d'être compliqué, car il ne s'agissait pas de quelqu'un qui suivait facilement les ordres. Le responsable se tut un instant, perdu dans ses pensées, cherchant une stratégie pour s'assurer qu'un individu de ce calibre accepte de servir dans l'armée. Alors qu'elle réfléchissait intensément, un coup à la porte interrompit le silence. L'officier Warren, visiblement satisfait de son timing, entra dans la pièce avec un grand sourire. Comme si l'arrivée de ce dernier tombait à pic, elle annonça d'un ton sarcastique que quelqu'un venait d'arriver pour prendre les choses en main. Alors que la porte s'ouvrait, l'officier déjà présent questionna Warren sur l'efficacité d'envoyer une DP. Le responsable, une lueur sévère dans les yeux, déclara d'une voix grave qu'il faisait face à une apocalypse mondiale. Si Shell refusait, il serait dans l'obligation de l'emmener de force. De son côté, Warren, après avoir salué avec un grand respect, interrogea les responsables sur les récents événements qui avaient pu se produire pendant son absence. Pendant ce temps, dans la zone sinistrée de Chongju, un faisceau d'énergie violet avait descendu du ciel avec une force incroyable, frappant le sol et provoquant la panique. Ce phénomène avait contraint les membres des gangs notoires et leurs alliés à fuir précipitamment, un événement que les habitants décrivirent comme la punition divine que ces criminels méritaient depuis longtemps. Pendant ce temps, Shell et son fidèle compagnon J marchaient en direction de leur prochaine aventure, des sourires radieux illuminant leur visage. Jing, débordant d'enthousiasme, annonça fièrement que les actions récentes de Shell faisaient déjà beaucoup parler d'elle. La communauté entière commençait à le voir comme un héros. Avec un rire joyeux, Shell poussa Jing de manière amicale, tout en l'écoutant raconter que Shell était désormais perçu comme le principal protecteur de Shannon Noah et un défenseur du peuple. Cette idée fit chaud au cœur de Jing, qui exprimait une immense fierté d'être à ses côtés sur cette terre, même s'il n'y avait jamais vécu auparavant. Le groupe s'installa alors pour discuter longuement des défis à venir et des activités qui nécessitaient leur attention immédiate. À ce moment précis, une jeune femme d'une beauté remarquable s'approcha d'eux. Son attitude calme et assurée captiva immédiatement l'attention du groupe. Ses cheveux noirs, courts et soyeux, encadraient parfaitement son visage gracieux. Elle fixait Shell avec un regard inébranlable, sa présence dégageant une confiance presque hypnotique. Elle s'avança directement vers Shell, se renseignant sur son identité et se présentant avec assurance comme sous-lieutenant, chargé de son entretien. Son attitude professionnelle et posée, alliée à une voix douce mais autoritaire, capta immédiatement l'attention de tout ce présent. Shell, pris de court par son arrivée inattendue, resta momentanément sans voix, incapable de traiter sur le moment la portée de cette proposition mystérieuse. La présence saisissante de la jeune femme et son comportement incroyablement gracieux l'avaient pris au dépourvu, laissant dans son esprit une vague d'incertitude. Elle mentionna alors, avec des mots soigneusement choisis, les exploits impressionnants de Shell, évoquant avec sincérité ses réalisations récentes à Nova. Elle exprima une véritable admiration pour son travail remarquable, ajoutant du poids à ses paroles. Mais avant même qu'elle ne puisse poursuivre son explication, Shell sentit un léger vertige et remarqua distraitement Jenny en train de jouer avec ses poils de nez, complètement inconscient de la gravité de la situation. Shell,
Perplexe, tenta de se concentrer, mais l'attitude décalée de Jenny lui faisait oublier un instant la tension ambiante. La jeune femme, visiblement frustrée d'être ignorée, finit par hausser le ton et révéla son intention, prolonger à Shell un mandat d'officier au sein de l'armée. L'offre, bien loin d'une simple commission, était celle d'une position prestigieuse. Pourtant, sans la moindre hésitation, Shell rejeta immédiatement la proposition, ce qui fit monter la colère de la jeune femme d'un cran. Alors que l'atmosphère devenait explosive, un nouvel individu apparut soudainement derrière Shell, lâchant un commentaire sarcastique sur la difficulté de gérer un élève aussi mal élevé. Sans prévenir, ce nouvel arrivant passa à l'attaque, lançant un coup de pied d'une agilité impressionnante. Shell, par pur réflexe, leva son avant-bras pour bloquer le coup, mais l'officier, déterminé, enchaîna avec une série de frappes rapides visant le torse de Shell. Pendant ce temps, Jing, paniqué, criait désespérément son nom alors que Shell encaissait coup après coup. Il réalisa rapidement que son adversaire possédait une vitesse fulgurante et une puissance impressionnante, de quoi le mettre sérieusement à l'épreuve. L'officier, moqueur, s'adressa alors à Shell, lui lançant des piques blessantes. « Peu importe combien tu essaies, tu n'accompliras jamais rien d'important ici. » L'officier insista sur le devoir patriotique de Shell, l'exhortant à accepter son rôle dans le service militaire. À cet instant, Shell réalisa une chose essentielle. Nova attirait désormais les combattants les plus puissants, et il avait bien failli être dépassé sans ces récents progrès. L'officier, pressant toujours Shell de s'enrôler, sembla toucher une corde sensible. Shell resta silencieux un instant, observant son adversaire avec sérieux. Soudain, son expression changea. Une aura rouge intense commença à émaner de lui, signe qu'il était prêt à montrer toute l'étendue de ses capacités. L'atmosphère s'électrisa alors qu'il déclara d'une voix ferme qu'une seule victoire suffirait à clore toute discussion. Sans attendre, Shell passa à l'attaque avec une agressivité renouvelée. L'officier, d'abord amusé, sous-estima son adversaire, mais Shell enchaîna une série de coups puissants et rapides, chacun plus violent que le précédent. L'intensité des assauts de Shell finit par immobiliser presque complètement le bras gauche de l'officier, qui ne put que reconnaître à contre-cœur la puissance impressionnante de Shell. Tout au long de l'affrontement, Shell resta concentré, ses mains toujours prêtes à frapper, son regard perçant rivé sur son adversaire. Il était clair qu'il n'avait aucune intention de reculer. Le soldat, voyant qu'il n'y avait plus de retour possible, s'avança à son tour. Sa fierté ne lui permettait pas de se dérober face à ce combat désormais inévitable. Il déclara avec assurance qu'une victoire suffirait à éliminer toutes les exigences futures, puis se lança de manière agressive dans une attaque contre l'officier haut. Ce dernier, d'abord amusé, observa Shell comme s'il était juste un jeune plein d'énergie. Pourtant, Shell ne perdit pas de temps et déclencha une série implacable de coups puissants, enchaînant frappe après frappe avec une intensité impressionnante. L'officier, malgré sa défense, sentit son bras gauche presque immobilisé sous l'impact continu des assauts. À chaque coup, il reconnaissait peu à peu les capacités redoutables de Shell, développées à force d'entraînement depuis son arrivée à Nova. Tout au long de la rencontre, Shell garda une posture agressive, ses mains toujours placées près de son visage, prêt à délivrer un coup fatal si nécessaire. L'officier s'avança, décidé à ne pas reculer. Sa fierté ne lui permettait pas d'abandonner ce combat. Il parvint à esquiver un puissant coup de poing de Shell, mais dans sa concentration, il ne vit pas arriver le coup de genou qui suivit. L'impact fut brutal, le projetant en arrière avant qu'il ne s'effondre au sol, inconscient. Jing, qui observait la scène depuis le côté, échangea un regard ébahi avec les autres spectateurs, tous impressionnés par la fin aussi rapide que surprenante du combat. L'officier Warren gisait au sol, le visage renfrogné par la défaite. Shell, reprenant son souffle, regarda son adversaire avec respect avant de lâcher, un léger sourire aux lèvres. C'était un bon combat. On se retrouvera à Nova, un jour. À la surprise générale, l'officier se mit soudainement à fondre en larmes comme un enfant, écrasé par la supériorité évidente de Shell. Malgré l'humiliation de la défaite, il se promit intérieurement de ne jamais oublier son nom. Le lendemain matin, chez lui, Shell fut témoin de l'inquiétude grandissante de son grand-père au sujet de la disparition imminente de la Terre. Shell jeta un coup d'œil à la hache massive qui reposait derrière lui, l'énorme arme autrefois brandie par le chef des Ors. Il comprit alors pourquoi ses pensées apocalyptiques semblaient soudainement si réalistes. Plus tard, Shell invita son grand-père à venir s'installer avec lui à Nova, mais l'homme âgé refusa doucement, expliquant qu'il préférait continuer à cultiver paisiblement jusqu'à la fin de ses jours. Lorsqu'il suggéra que son grand-père pourrait tout aussi bien cultiver à Nova, celui-ci prit une grande gorgée d'alcool avant de lui répondre que son temps était désormais limité. S'adapter à un nouvel environnement serait trop difficile à son âge. Cette discussion fit réfléchir Shell sur la réalité impitoyable de Nova. Un environnement aussi hostile serait effectivement dangereux pour son grand-père, surtout avec les épreuves de Nova Trail. Il conclut qu'il valait mieux attendre de devenir plus puissant avant d'évoquer à nouveau cette idée. Avant de clore la conversation, Shell demanda à son grand-père une promesse, celle de le rejoindre un jour dans le futur. Leurs échanges furent brusquement interrompus par un coup inattendu à la porte. Le grand-père, curieux, demanda si Shell attendait des visiteurs. En ouvrant la porte,
Shell découvrit Jing, leur ami technophile, qui avait toujours un air enjoué. Shell l'interrogea rapidement pour savoir s'il avait découvert de nouvelles informations. Jing révéla que toutes les nouvelles non liées étaient camouflées en rapport de catastrophes naturelles. Frustré, Shell critiqua ouvertement cette stratégie médiatique, soulignant qu'elle profitait injustement à ceux qui avaient déjà accès à des informations privilégiées. Jing rappela à Shell leur conversation précédente concernant New Soul, tandis que Shell observa la carte dorée qu'il avait reçue. Une réalisation frappa Shell. Chongju n'était pas la seule région bénéficiant des ouvertures de portails vers Nova. En étudiant la carte, il comprit que différentes régions abritaient des portails menant vers divers territoires de Nova. Certaines organisations gouvernementales et grandes entreprises, ayant découvert ces portails plus tôt, étaient déjà en train de développer et d'exploiter ces nouvelles zones. Parmi ces initiatives, le portail POU représentait la plus grande avancée, sous la supervision directe du gouvernement. Cela faisait déjà 2 ans que ce portail était opérationnel. Shell réalisa alors à quel point la situation était complexe et que de nombreux enjeux lui échappaient encore, ce qui équivalait à une décennie à l'échelle de Novazan. Jing fournit des informations supplémentaires sur la nouvelle croissance des Souls et les opportunités supérieures disponibles. Cependant, il précisa que, contrairement à Shannon Nova, les zones plus récentes n'offriraient pas les précieuses récompenses de première activation. Shell conclut que même si ces nouveaux territoires présentaient des avantages, rester dans un endroit encore en développement pourrait le désavantager. Toutefois, il admit qu'une zone plus établie offrirait probablement un meilleur accès à un équipement supérieur. Après cette discussion, Shell informa Jing de son départ imminent. Jing, naturellement inquiet, souligna leur manque évident de moyens de transport. Mais comme à son habitude, Shell garda son inébranlable optimisme, affirmant qu'il trouverait forcément un moyen d'avancer. Son attitude positive finit par influencer tout le groupe, redonnant un élan d'enthousiasme à chacun. Peu de temps après, ils assurèrent leur transport grâce à une rockstar de premier plan, dont la personnalité dynamique apporta une énergie inattendue à leur voyage. Tout au long du trajet, la rockstar parla avec excitation de New Soul, la décrivant comme une destination parfaite, pleine de perspectives et d'opportunités variées qui la distinguaient des autres régions. Intrigué par leur passion, Shell interrogea la rockstar sur les véritables raisons de son intérêt à les rejoindre. Après un bref silence, celle-ci admit que, bien qu'elle souhaitât sincèrement accompagner le groupe, certaines affaires urgentes nécessitaient d'abord son attention. Elle mentionna des complications persistantes avec le Y-Go Gang, une situation qu'elle devait impérativement résoudre avant de pouvoir s'engager pleinement dans cette nouvelle aventure. Faisant preuve de compréhension, Shell hocha la tête avec réflexion. Il l'encouragea à régler ses problèmes en suspens, insistant sur l'importance de résoudre les conflits passés pour avancer sereinement. Il assura à la rockstar que, lorsqu'elle aurait tout réglé, ils auraient largement l'occasion de se retrouver et de poursuivre leur périple ensemble. Le QD, qui les accompagnait, exprima alors son inquiétude quant à leur projet. Il évoqua la forte présence militaire dans la région et mentionna en particulier un soldat de haut rang que Shell avait déjà affronté. Avec son habituelle confiance, Shell répondit sans hésiter qu'aucune menace ne pouvait l'arrêter. La fille, impressionnée, se vanta de la force inébranlable de leur héros, Shell, qui ne reculait devant rien. Après un long voyage, ils arrivèrent enfin à destination. Shinge, observant par la fenêtre, resta bouche bée devant le gigantesque portail suspendu dans le ciel. C'était le fameux portail Pu, véritable porte d'entrée vers New Soul. Shell et Jing se positionnèrent directement sous cette structure monumentale, contemplant sa grandeur. Mais alors que Jing semblait impressionné par la splendeur du portail, Shell resta concentré sur son objectif, devenir plus fort. Peu importaient les autres détails pour lui. Shinge, de son côté, ne put s'empêcher d'être émerveillé par l'évolution de New Soul. En seulement une décennie, la région avait subi une transformation spectaculaire. Le marché vibrant, grouillant d'activité, lui rappelait la grandeur de la dynastie Joseon. Cette scène de progrès dépassait toutes leurs attentes, et même Jing partagea ce sentiment, reconnaissant que la réalité dépassait leurs plus folles imaginations. Soudain, des cris de panique résonnèrent dans l'air. Une femme, visiblement effrayée et pâle comme un linge, désigna frénétiquement un individu vêtu d'une tenue sombre, maniant une épée massive et se déplaçant avec l'agilité d'un ninja. Shell et Jing, perplexes face à la situation chaotique, tournèrent la tête pour voir ce qu'il se passait. Le voleur à l'allure de ninja courait frénétiquement, semant la pagaille autour de lui. Alors qu'il s'apprêtait à lancer une insulte au duo, une main massive appartenant à Shell fusa dans les airs et s'écrasa directement sur le visage du voleur. Le coup fut si rapide et précis qu'il mit fin net à l'agitation, le frappa au sol tout en gardant une bonne prise, puis déclara avec confiance au voleur qu'il reprendrait bientôt New Soul. Ensuite, dans une scène animée, Jing et Shell étaient assis à une table, attendant avec impatience leur repas. La femme qu'ils avaient aidée plus tôt s'approcha d'eux avec un sourire reconnaissant et leur apporta de la nourriture. Jing, l'estomac dans les talons, s'émerveilla comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des siècles. Il fixa avec émotion la soupe fumante et le riz parfumé posé devant lui, un large sourire illuminant son visage. La femme les remercia chaleureusement, expliquant qu'elle aurait perdu un mois entier de gain sans leur intervention. Jing, les yeux brillants de bonheur, attrapa son bol, prêt à savourer son repas, tout en déclarant avec enthousiasme qu'il allait pleinement profiter de ce moment.
L'émotion le submergea tandis qu'il se rappelait, non sans frissonner, les alligators à moitié cuits qu'il avait dû manger auparavant. Pendant ce temps, Shell engloutissait déjà sa 6e portion avec un calme déconcertant, complètement absorbé par son repas. Jing, perplexe, le fixa un moment avant de lui demander comment il faisait pour manger autant. À cet instant, la femme apporta encore plus de nourriture, annonçant avec un sourire que le repas serait gratuit aujourd'hui. Shell la remercia d'un air sincère, ajoutant qu'il n'avait fait que ce que n'importe qui aurait fait à sa place, et qu'elle ne devait pas hésiter à le déranger s'il y avait un autre problème. Sans perdre un instant, Shell replongea dans une frénésie dévorante, engloutissant sa nourriture comme une bête affamée tout en s'exclamant joyeusement que c'était absolument délicieux. La femme, amusée, observa Shell avec un sourire en coin, visiblement rassurée que son appétit soit enfin satisfait. Jing profita de cette pause pour expliquer que, malgré la présence de soldats chargés de protéger le village, il y avait trop de pillards qui profitaient du chaos ambiant. Des bandits sans pitié s'en prenaient aux plus faibles, créant un monde brutal où seuls les plus forts ou les plus malins survivaient. Shell, dont l'expression s'assombrit légèrement, surprit tout le monde en déclarant que cette situation lui semblait plutôt favorable. Pour lui, plus il y avait de criminels, plus il y avait de cibles à traquer. Un sourire impatient se dessina sur ses lèvres alors qu'il annonçait qu'il ferait des méchants sa proie. Son enthousiasme à l'idée de déchaîner sa force était presque contagieux. La femme, moqueuse, rétorqua que ce n'était pas si simple. Elle leur conseilla de faire preuve de prudence et d'utiliser la compétence d'évaluation avant de se lancer dans un combat. Intriguée, Shell lui demanda ce qu'elle entendait par évaluation. La femme, visiblement surprise par leur ignorance, expliqua qu'il s'agissait d'une compétence essentielle acquise en attrapant un hibou grand-duc dans les terrains de chasse. Cette capacité permettait d'évaluer approximativement les capacités de leurs adversaires. En entendant cette révélation, Jing et Shell ressentirent une montée d'excitation. Jing réalisa que c'était une occasion en or pour tester leur propre progression et leurs compétences face à des adversaires redoutables. Shell, déjà accroupi et prêt à bondir, lança un regard étincelant à Jing avant de demander avec impatience s'il ne devrait pas partir immédiatement. Rien ne semblait pouvoir le retenir désormais. Mais alors qu'ils étaient sur le point de bouger, la femme les interrompit, les bras croisés et un sourcil haussé, visiblement sceptique. « Tu comptes vraiment partir comme ça ?» demanda-t-elle en pointant du doigt leurs vêtements usés et l'absence d'armes appropriées. Son commentaire les ramena brusquement à la réalité, leur rappelant que la route serait dangereuse et qu'ils devaient impérativement se préparer correctement pour affronter les défis à venir. La femme, toujours calme mais ferme, leur fit remarquer qu'une telle chasse ne pouvait pas être prise à la légère. Ils devraient d'abord s'équiper correctement. Quelques instants plus tard, une armure en cuir brun brillant ornait les bras de Shell, et il devint évident qu'ils avaient tous deux choisi des équipements adaptés pour la suite. En marchant dans la rue animée du marché, Shell fit remarquer à Jing que la durabilité de l'armure en cuir était vraiment impressionnante. Jing, quant à lui, nota qu'ils avaient maintenant besoin d'une source d'armes. Après un moment, ils arrivèrent à un endroit appelé l'atelier du dragon et du tigre. Jing expliqua à Shell que c'était le forgeron recommandé par la femme, réputé pour être l'un des meilleurs du coin. Curieux, Shell inspecta les environs avec intérêt, impatient de voir ce que ce célèbre artisan avait à offrir. Soudain, un homme échevelé, tenant une bouteille d'alcool à la main, s'approcha d'eux par derrière. L'air d'un mendiant sans abri, il leur demanda ce qu'ils cherchaient. Shell lui expliqua calmement qu'ils étaient là pour acquérir quelques armes. Jing, cependant, se sentait mal à l'aise face à l'odeur forte d'alcool qui émanait de l'homme. Était-ce vraiment le maître forgeron dont ils avaient tant entendu parler? L'homme ivre trébucha devant eux, buvant une gorgée d'alcool avant de leur dire de partir, car il n'avait aucun intérêt à les aider. Jing, déterminé, lui posa rapidement une question sur les commandes personnalisées, mentionnant qu'ils avaient entendu dire qu'ils pouvaient forger n'importe quel type d'arme. L'homme, visiblement agacé, se retourna, les joues rougies par l'alcool. Il fixa Jing et marmonna qu'ils étaient bien trop naïfs. Selon lui, les forgerons de New Soul avaient depuis longtemps fait faillite. Shell, arborant une expression sérieuse, demanda la raison de cette situation. Avec beaucoup de mal, l'homme expliqua que trouver du fer de nos jours était devenu plus difficile que trouver de l'or, car la mine de fer d'Yonson avait été prise par des bandits. Shell fronça les sourcils, demandant s'il s'agissait simplement de voleurs ordinaires. Mais il devint vite clair que ces individus appartenaient à un autre niveau. Ils n'étaient pas de simples criminels, mais une organisation bien plus dangereuse. L'homme poursuivit, expliquant que de puissants personnages régnaient dans les villes sous le contrôle des New Soul, et que parmi eux, le tristement célèbre Jangul, chef des bandits d'Yonson, faisait trembler tout le monde. Sa réputation était aussi imposante que la montagne qu'il contrôlait, et ses hommes, des assassins sans pitié, étaient si nombreux que même l'armée aurait du mal à s'en débarrasser. Le forgeron les avertit gravement qu'un conflit avec Jangul pourrait déclencher un chaos dévastateur, plongeant toute la ville dans l'anarchie. Mais alors, Shell, avec un sourire excité, brandit son arme glorieuse et déclara que cela devenait encore plus intéressant. Il demanda au forgeron si, en éliminant Jangul, il leur fabriquerait une arme. L'artisan, bouche bée, réalisa soudain que l'arme que Shell tenait était la grande hache du chef ORC. Pris de curiosité, il lui demanda où il avait bien pu trouver un objet aussi rare. Shell, amusé, ignora la question et exigea une réponse claire.
Le forgeron, abasourdi, finit par accepter, promettant qu'il créerait n'importe quelle arme que Shell souhaiterait s'il revenait victorieux. Dans le fond, il se demanda si ces garçons avaient réellement l'intention de défier de tels adversaires. Avec un sourire éclatant, Shell dit au forgeron ivre de devenir sobre, car après avoir débarrassé Yonson des bandits, il reviendrait pour commander la meilleure arme possible. Après leur départ, tandis qu'ils marchaient, Jing demanda à Shell pourquoi il voulait encore plus d'armes alors qu'il possédait déjà cette immense hache. Shell répondit en expliquant que plus leur arsenal était diversifié, mieux ils seraient préparés à toute éventualité. Mieux valait être préparé car différentes proies nécessitaient différents styles de combat. Tout était une question d'adaptation et d'anticipation. Jing, lui, paraissait un peu inquiet en observant la zone, l'air sombre et rempli de doutes. Il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il parviendrait seulement à chasser ici, étant donné la foule immense de chasseurs déjà à l'affût. L'endroit était animé, presque survolté, rempli à ras-bord d'aventuriers de plus en plus frénétiques. Jing exprima ses craintes en s'exclamant que la zone était tellement bondée qu'il n'avait presque aucune chance de trouver des hiboux, sans parler des autres créatures essentielles pour leur progression. Il laissa échapper un soupir nostalgique, se remémorant les bons vieux jours au portail de Shanra, où la chasse semblait bien plus tranquille et gratifiante. Shell, cependant, dit à Jing d'attendre un instant. Sans perdre de temps, il ramassa une pierre au sol, et aussitôt, une fenêtre de notification apparut indiquant que sa compétence venait d'être activée. Avec une précision et une vitesse redoutables, Shell lança la pierre en direction d'un hibou perché au loin. En un clin d'œil, le hibou s'effondra au sol. Jing resta bouche bée, totalement sans voix devant cette démonstration d'adresse. Il fixa la proie, incrédule, puis se tourna vers Shell pour lui demander comment il avait su où se trouvait l'oiseau. Shell haussa les épaules, semblant un peu confus. Il expliqua qu'il n'avait pas senti directement l'animal, mais plutôt autre chose. Jing, ne voulant pas perdre une seconde, se précipita vers le hibou mourant et pressa Shell d'apprendre la compétence recherche. Soudain, une nouvelle fenêtre de notification apparut, révélant que la compétence recherche avait été acquise. Cette compétence permettait à l'utilisateur d'observer et d'analyser les cibles, la portée et les détails augmentant selon les informations collectées. Une douce aura bleutée entoura alors Shell, lui révélant même ses propres informations, telles que son nom, sa race et ses compétences, y compris des traits comme la bénédiction du cœur des fées et peau robuste du barbare. Shell resta figé un instant, surpris. Voir une bénédiction des fées parmi ces traits était inattendu pour un barbare, surtout quand on savait que les fées étaient censées être leurs ennemis naturels. Jing, curieux, questionna Shell à ce sujet, mais ce dernier répondit d'un ton désinvolte qu'il n'y avait rien de spécial. Le visage enthousiaste de Jing s'effondra immédiatement, tandis que les deux échangeaient quelques plaisanteries légères. Non loin de là, perchés dans un arbre, deux hommes les surveillaient de près. Ces individus étaient Kong Su et le capitaine Cho, un homme à l'apparence intimidante avec une cicatrice ensanglantée sur le visage. Le capitaine était abasourdi par ce qui venait de se passer. Il réalisa que lorsque Shell avait lancé la pierre sur le hibou, elle avait glissé et tranché sa joue au passage. Tremblant de douleur et visiblement irrité, il déclara à son camarade que la situation devenait critique. Ils avaient été exposés, et Shell n'était définitivement pas quelqu'un d'ordinaire. Il ordonna alors de tout faire pour recruter Shell et Jing à tout prix. Cependant, le sergent l'informa avec inquiétude que Shell et Jing se dirigeaient droit vers le mont Vohem, ce qui alarma davantage le capitaine. Il savait que cela pouvait très vite dégénérer en un immense désordre. Pendant ce temps, Shell et Jing se tenaient au cœur du territoire des bandits. Jing demanda à Shell s'il était vraiment sûr qu'il se trouvait bien dans le territoire des bandits. Mais avant qu'il n'ait pu répondre, des rires moqueurs résonnèrent depuis les arbres alentours. Des silhouettes sombres les observaient, se gaussant de leur imprudence. L'un des hommes plus âgés se permit même une remarque méprisante, soulignant leur témérité pour avoir osé s'aventurer ici. Puis, une voix grave retentit soudainement, interrompant le brouhaha. La voix railla leur naïveté, les traitant de stupides pour s'être portés volontaires pour devenir des proies. Cette voix appartenait à nul autre que Jangul, le chef des bandits, reconnaissable à sa main mutilée qui ne possédait plus que 3 doigts. Il remarqua que Shell et Jing avaient effectivement eu l'audace d'empiéter sur leur territoire. Tandis que les deux avançaient à travers le paysage montagneux impressionnant de la montagne Saint-Don, Shell, plein de confiance, fit remarquer que c'était bien l'endroit décrit par le forgeron. Malgré leur avancée dans ce terrain escarpé, il n'y avait encore aucune trace des bandits. Jing, traînant derrière Shell et ressemblant à un enfant apeuré suivant un adulte, ne put s'empêcher d'exprimer son appréhension grandissante. Il questionna nerveusement Shell sur la certitude de leur mission, évoquant la réputation redoutable des bandits locaux. Shell, affichant son éternelle confiance, posa sa hache imposante sur son épaule musclée et avec un sourire décontracté, rassura Jing qu'il gérait sans effort tout adversaire qui oserait croiser leur chemin. Il insista même sur le fait que son arme était sa meilleure assurance en cas de danger. Mais soudain, sans le moindre avertissement, les sens aiguisés de Shell détectèrent une menace imminente. Une flèche fendit brutalement l'air calme et silencieux de la montagne, se dirigeant droit vers eux avec une précision effrayante. D'un geste vif et puissant, Shell balaya la flèche avec sa hache,
la brisant net dans les airs. Jing, quant à lui, fut submergé par la terreur et trembla comme une feuille, totalement abasourdi par cette attaque surprise. Dans sa panique, il hurla que leurs assaillants venaient de se révéler. Instantanément, des dizaines de bandits surgirent du feuillage épais, armés jusqu'aux dents d'arcs et d'arbalètes. Leur présence transforma l'atmosphère paisible de la montagne en une scène tendue et menaçante. Shell, loin d'être effrayé, afficha un mélange d'excitation et de détermination, commentant avec un brin d'ironie qu'ils avaient droit à un accueil particulièrement bruyant. Il jeta un regard vers le haut, observant l'étrange densité du brouillard qui enveloppait le paysage rocheux. Des silhouettes mystérieuses commencèrent à émerger des buissons, encerclant peu à peu les deux compagnons. Shell, haussant la voix, déclara qu'il venait clairement de tomber dans une embuscade soigneusement orchestrée. Un barrage massif de flèches s'abattit soudainement sur eux. Sans perdre une seconde, Shell ordonna à Jing de se mettre immédiatement à l'abri derrière lui. Une notification apparut alors dans les airs, annonçant que Shell venait d'activer sa compétence légendaire peau d'ogre, un mécanisme défensif surnaturel qui rendait sa peau incroyablement résistante, plus dure encore que de l'acier. Shell, toujours calme malgré la situation, expliqua à Jing que tenter de s'échapper à travers la forêt serait inutile. Se montrer vulnérable n'aurait pour effet que d'aggraver leur situation déjà délicate. Pendant ce temps, Jing, terrifié, remarqua quelque chose d'étrange sur le visage de Shell. Pris de panique, il se demanda si l'une des flèches n'était pas empoisonnée, redoutant le pire. Shell, affichant un calme remarquable malgré la gravité de l'instant, retira avec désinvolture un objet étrange de son visage. Puis, avec un petit sourire, il admit qu'il avait été pris par surprise. Mais rien de plus. Cette réaction inattendue laissa Jing complètement perplexe, oscillant entre admiration et frayeur devant la détermination inébranlable de son compagnon. Même sa puissante peau d'ogre ne pouvait pas complètement le protéger contre ces projectiles empoisonnés stratégiquement lancés. L'attitude désinvolte de Shell rendit Jing complètement furieux, criant d'incrédulité face à la nonchalance apparente de son compagnon. Avec un ton ferme et une détermination inébranlable, Shell informa Jing que cette bataille dépassait largement ses capacités et lui conseilla vivement de quitter la zone dangereuse sans tarder. Jing, terrifié et hésitant, afficha une incertitude presque enfantine qu'il n'avait pas montrée depuis des années. Sa voix tremblait alors qu'il demanda à Shell s'il était absolument sûr de son plan. En réponse, Shell serra fermement son arme, son visage se tordant sous l'effet d'une colère intense. Il avertit Jing de ne pas le sous-estimer, déclarant fièrement qu'il était un véritable barbare, une force redoutable. Pris entre la peur et l'admiration, Jing s'enfuit en criant des encouragements à Shell, promettant de trouver rapidement de l'aide. Alors que la confrontation s'intensifiait, les bandits chargèrent vers Shell en hurlant, tandis que lui avançait droit sur eux, prêt à en finir. Tel un titan, il leur sauta dessus avec sa hache brandie bien haut, rugissant qu'il allait savourer ce combat. La nuit s'installa peu à peu, mais Shell ne faiblissait pas. Il frappait impitoyablement chaque bandit, passant d'un adversaire à l'autre avec une force et une férocité incontrôlables. Pourtant, sa peau changeait progressivement de couleur sous l'effet du poison, bien plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Il sentit son corps faiblir, luttant pour conserver ses mouvements, chaque geste devenant un effort titanesque. Soudain, un bandit tenta une attaque surprise par derrière, espérant profiter de l'affaiblissement de Shell. Mais d'un mouvement vif et incroyablement précis, Shell le neutralisa instantanément, déclarant avec confiance que ses ennemis étaient encore loin de pouvoir le vaincre. Les bandits restants le regardèrent avec un mélange de choc et d'effroi, incapables de comprendre comment il pouvait encore bouger malgré son état physique. Un des bandits, impressionné et un peu naïf, cria même en l'appelant Oncle Cool tout en se préparant à le finir. Mais Shell, conscient que le poison le rongeait de plus en plus, sut qu'il devait en finir rapidement. Son regard se transforma, sa présence devint terrifiante, presque démoniaque, et dans un assaut dévastateur, il écrasa les derniers bandits avec une brutalité inouïe. Sentant l'urgence d'échapper à cet endroit, Shell fonça droit devant lui, frappant le sol avec une telle puissance qu'il se créa un chemin à travers les débris. Mais alors qu'il courait frénétiquement, il réalisa soudain qu'il avait atteint le bord de la montagne. Il s'arrêta net, complètement abasourdi devant un immense gouffre sans fond qui s'étendait devant lui. Un rire sinistre résonna soudain derrière lui, le faisant se retourner brusquement. Un homme se tenait là, impressionné par sa ténacité. Cet homme n'était autre que le chef des bandits, Jing Okel, qui, les bras croisés et un sourire narquois aux lèvres, exprima sa surprise devant l'incroyable capacité de survie de Shell. Shell, déjà à bout physiquement et conscient du danger imminent, savait que ce combat serait son plus grand défi. Faible, Jing confirma son identité, et Shell commença à se demander si tout ce piège avait été orchestré délibérément. Le chef des bandits esquissa un sourire sournois, presque digne d'un méchant de conte pour enfants, confirmant les soupçons de Shell et déclarant qu'il représentait exactement le type de proie qui rendait la chasse excitante. Amusé par l'arrogance de Jing, Shell adopta une attitude provocante, critiquant ouvertement sa méthode sournoise et sa conception tordue de la chasse,
déclenchant ainsi leur confrontation. Zhang, loin de se laisser démonter, répondit avec un ricanement moqueur, expliquant que le poison paralysant circulant dans les veines de Shell finirait par le rendre complètement impuissant. Il prédit, avec une confiance exagérée, que Shell finirait par plonger dans l'abîme sans fond sous leurs pieds, tel un cadavre ambulant. Shell, debout et immobile comme une statue, luttait pour respirer alors que le poison s'acharnait sur son corps. Sa vision devenait floue, mais son esprit restait ferme. Le chef des bandits, sentant sa victoire proche, sourit avec condescendance et proposa un marché à Shell. Abandonner tout ce qu'il possédait et se soumettre à lui. En échange, il envisagerait peut-être d'épargner sa vie. Pourtant, Shell resta figé, sans expression, ses yeux fixés sur un point lointain. Avec un sourire de défi, il ignora l'ultimatum de Zhang, ses dents visibles dans un rictus narquois. Si cela avait été un combat honorable entre guerriers, il aurait accepté de tout risquer. Mais face à un ennemi aussi déshonorant, Shell prit une décision inattendue. Il se jeta volontairement dans l'abîme. Zhang, abasourdi, regarda Shell tomber, ses yeux écarquillés par l'incrédulité. Tandis qu'il plongeait, Shell leva fièrement la main pour adresser un geste provocateur en direction des bandits, déclarant avec une moquerie cinglante qu'il ne lui prendrait jamais sa vie. Sa chute l'entraîna dans des eaux sombres, remplies de squelettes et de corps en décomposition. En s'enfonçant plus profondément dans ces profondeurs troubles, Shell réalisa qu'il avait peut-être atteint la légendaire fosse de la montagne Bon Sang, mentionnée auparavant par le forgeron. Ses yeux se fermèrent alors que sa conscience dérivait vers des souvenirs d'enfance. Il se vit, plus jeune, contemplant les territoires interdits, où même les bandits ne s'étaient jamais montrés. Une scène émergea de sa mémoire, son père, assis calmement dans la jungle dense. Shell enfant, inquiet des rumeurs sur la force redoutable des bandits, interrogea son père. Celui-ci répondit avec assurance, affirmant qu'il ne perdrait jamais contre de tels adversaires et lui suggérant d'utiliser une hache pour se protéger. Perplexe devant ses souvenirs d'enfance, Shell se demanda pourquoi son esprit s'était accroché à cette période particulière. Soudain, une lumière vive se mit à briller sur son bras, illuminant la scène autour de lui. 3 dragons miniatures de couleurs différentes apparurent, planant autour de lui avec grâce. Shell les reconnut immédiatement. Ces entités étaient ce que la race elfique appelait communément des esprits. Sa fenêtre de statue confirma explicitement qu'il s'agissait d'une bénédiction. Shell réalisa que, malgré ce que les barbares pensaient généralement des esprits, leur existence à ses côtés représentait quelque chose d'inestimable. Les dragons tourbillonnaient autour de lui, et même dans les profondeurs sombres de cet abîme, une nouvelle force semblait l'envahir. À la fois une terrible malédiction et une forme de rétribution divine. Ces êtres mystiques l'avaient entouré depuis sa naissance. Leur présence éthérée, telle une ombre inséparable, l'accompagnait partout. Dans sa naïveté d'enfant innocent, Shell avait un jour partagé ce secret extraordinaire avec ses camarades, convaincu qu'il s'agissait d'un cadeau merveilleux. Mais à ses yeux d'enfant émerveillé, ces esprits n'étaient que des entités étranges, bien loin des créatures répugnantes auxquelles les elfes les associaient habituellement. Une fois son secret révélé, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers la communauté barbare. La tribu, terrifiée et indignée, décréta immédiatement son exécution par le feu. Ce développement soudain transforma instantanément toute sa famille en ennemie de leur propre peuple. Ses parents furent contraints de fuir, abandonnant derrière eux leur maison et tout ce qu'ils avaient toujours connu. Tandis qu'ils traversaient des terres inconnues, le jeune Shell s'accrochait désespérément à la main de sa mère, les larmes ruisselant sur ses joues. Il la suppliait de lui pardonner, se blâmant entièrement pour le désastre qui s'était abattu sur eux. Il était convaincu que son existence même leur avait attiré ce malheur. Pourtant, malgré la peur et l'épuisement visible sur son visage, sa mère s'agenouilla devant lui, prit tendrement son visage entre ses mains et lui parla d'une voix douce et rassurante. « Ce n'est pas ta faute, mon fils », lui avait-elle dit en essuyant ses larmes. Elle lui expliqua avec amour que ses esprits faisaient partie intégrante de lui, un don unique qui le rendait exceptionnel. Ils étaient une part de son identité, une part qui devait être embrassée et jamais rejetée. Ses yeux, remplis d'une chaleur maternelle infinie, brillaient d'un espoir sincère malgré l'incertitude de leur avenir. Elle l'exhorta à être fort, à survivre coûte que coûte, et surtout à se souvenir qu'il était aimé, non pas malgré ses esprits, mais grâce à tout ce qui faisait de lui ce qu'il était. Tout au long de sa vie, Shell avait systématiquement rejeté ces esprits mystérieux, et avec eux, sa véritable identité. Submergé par une vague d'émotions, des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, tandis qu'il réalisait que son moi intérieur était resté piégé dans cette enfance lointaine, étouffé par ses compagnons surnaturels. Essuyant ses larmes, Shell reconnut qu'il était temps de survivre, de s'élever au-delà du sacrifice ultime de sa famille qui avait assuré son existence. Sous le ciel illuminé par un magnifique lever de soleil, les esprits planaient autour de lui, et Shell se redressa avec une détermination nouvelle. Il se demanda si cet endroit, par sa pureté et sa puissance, pourrait guérir ses blessures émotionnelles les plus profondes. L'instant suivant, une énergie d'un bleu éclatant enveloppa son corps tout entier, une puissance extraordinaire le traversant. Shell luttait avec acharnement pour garder le contrôle de son esprit et de son corps, embrassant chaque once de douleur qui accompagnait cette énergie surnaturelle. Ses yeux s'ouvrirent, illuminés d'un rouge profond et menaçant, tandis qu'il expulsait désespérément le poison qui le rongeait. À sa grande surprise, son corps commença à réagir normalement. Sentant une incroyable légèreté,
comme libéré de chaînes invisibles, il se propulsa dans l'eau avec une vitesse déconcertante. Tout en combattant les effets persistants du poison, il remarqua une sensation nouvelle. Il se sentait plus fort, plus libre. Des fenêtres de notification apparurent en rafale, confirmant l'acquisition d'une résistance au poison. S'accroupissant un instant après avoir émergé de l'eau, Shell réfléchit à la puissance inattendue de cette visualisation. Elle lui avait permis de surmonter une situation qui aurait dû lui coûter la vie. Se redressant de toute sa hauteur dans cette fosse, un sourire troublant éclaira son visage. Il se sentait plus proche que jamais d'atteindre son but, devenir un véritable guerrier, digne du nom de Shell. Le guerrier barbare persistait toujours dans la grotte sombre, un sourire étrange et déroutant flottant sur son visage, tandis qu'il s'imaginait déjà devenir une légende vivante, un guerrier barbare aux forces inégalées et à l'esprit indomptable. Mais sa rêverie fut rapidement interrompue par une réalité brutale. Il était bel et bien coincé dans cette mystérieuse grotte, sans aucune idée de la façon dont il pourrait se sortir de cette situation délicate. En jetant un coup d'œil derrière lui, il découvrit avec surprise un énorme rocher qui bloquait complètement la seule sortie visible. Malgré la difficulté de la situation, une brise froide et légère s'infiltrait à travers une petite fissure de la barrière rocheuse. Curieux et désespéré, il se mit à pousser contre l'énorme pierre de toutes ses forces restantes. Petit à petit, le rocher céda, révélant un passage inattendu qui s'enfonçait dans des ténèbres encore plus profondes. Ce qu'il vit alors le laissa sans voix. Au fond de la grotte, une horde de monstres s'affairait autour d'un rituel étrange et troublant. Comme pour ajouter au mystère, une notification numérique surgit soudainement, lui annonçant qu'il avait découvert par accident un donjon caché et oublié, le nid du dragon, désormais occupé par une tribu sauvage de nuls. Le défi était clair, éliminer toute la tribu et vaincre leur chef pour obtenir une récompense unique. Shell resta un moment abasourdi par cette découverte inattendue. Sa hache, brillamment éclairée par la faible lumière, semblait vibrer d'impatience. Tandis qu'il évaluait les récompenses potentielles, son excitation grandissait à chaque seconde. Une pensée traversa son esprit. Parfois, les plus belles opportunités surgissent juste après les épreuves les plus dangereuses. Pendant ce temps, le pauvre Jing Tae se retrouvait dans une situation beaucoup moins glorieuse, poursuivi sans relâche par un groupe de bandits hargneux. L'un d'entre eux, particulièrement hideux, lui hurlait dessus, exigeant qu'il s'arrête et accepte l'inévitable. Jing, devenu aussi pâle qu'un linge, avait même accidentellement laissé échapper quelques gouttes de peur. Pourtant, malgré la terreur qui le submergeait, il réussit à rassembler assez de courage pour défier son poursuivant d'une voix tremblante, lui demandant ce qu'il aurait fait à sa place. Un autre bandit surgit brusquement d'un buisson voisin et se jeta sur Jing, l'écrasant violemment au sol. Avec une force brutale, il pressa sa main sur le visage de Jing, tout en dégainant une épée scintillante et menaçante. Le bandit déclara d'une voix glaçante qu'il comptait bien exploiter tout ce que Jing possédait, tirant des cris étouffés de la part du pauvre garçon qui tremblait de tout son être, incapable d'inspirer un seul souffle. C'est alors qu'une flèche, surgie de nulle part, siffla dans l'air avant de frapper précisément le bandit en pleine poitrine. L'homme s'écroula au sol dans un fracas assourdissant. Jing, les yeux écarquillés de terreur et d'incrédulité, se redressa précipitamment. Devant lui se tenaient deux archers, Yang Su et Shuajun, le capitaine. Encore tremblant, Jing se laissa retomber sur ses genoux, à moitié soulagé et toujours secoué par l'horreur de ce qu'il venait de vivre. Shing, encore incertain, demanda avec hésitation qui étaient ces mystérieux archers. Yang Su s'apprêtait à lui répondre, mais le capitaine l'interrompit brusquement, indiquant que les présentations attendraient. Le champ de bataille autour d'eux était devenu un véritable chaos. Les bandits, animés par la rage et un désir de vengeance féroce, se ruaient vers eux en brandissant leurs armes, transformant l'endroit en une scène de confrontation aussi intense que périlleuse. Pendant ce temps, Shell se tenait au milieu d'un carnage saisissant, entouré de monstres tombés, leur corps jonchant le sol ensanglanté. Une petite traînée pourpre coulait du coin de sa bouche, qu'il essuya distraitement d'un revers de la main. Pourtant, quelque chose ne tournait pas rond. Peu importe combien il en abattait, les créatures semblaient revenir sans fin, comme dans un jeu vidéo. Il fronça les sourcils, perplexe, réalisant que quelque chose de plus étrange et inquiétant se tramait. Soudain, une ombre gigantesque se déploya contre les murs de la grotte. Un rugissement terrifiant déchira l'air alors qu'une créature massive faisait son apparition. Ses yeux brûlants d'une lueur rouge vive hurlaient des ordres à ses troupes, révélant un niveau d'organisation inattendu. Shell comprit immédiatement qu'ils étaient en train de coordonner quelque chose d'important. Sans perdre une seconde, il s'élança à travers les rangs ennemis, ses réflexes aussi rapides que l'éclair. Sa hache dansait autour de lui avec une précision dévastatrice, éliminant d'un seul coup les monstres qui tentaient de lui barrer la route. Avec une agilité impressionnante, il bondissait par-dessus les corps tombés, son esprit entièrement concentré sur l'objectif. C'est alors qu'il comprit enfin le but ultime de ce donjon. Il devait vaincre le chef des nuls, le véritable boss de cet endroit. Lorsque le chef nul apparut enfin, Shell fut saisi par une exaltation difficile à décrire. La créature était aussi intimidante qu'impressionnante. Ses yeux rouges brûlaient d'une intensité terrifiante, comme s'il cherchait à dévorer tout ce qu'il voyait. Shell sentit son cœur s'accélérer,
galvanisé par l'excitation du défi qui l'attendait. Le nul rugit violemment, activant des pouvoirs surnaturels qui firent trembler les murs de la grotte. Une immense explosion de flammes jaillit de son corps, se précipitant droit sur Shell avec une force incroyable. Mais Shell ne flancha pas. Ses yeux étincelèrent d'un mélange de concentration et de détermination pure. D'un mouvement fluide, il activa sa fameuse peau d'ogre, sa compétence défensive légendaire. La flamme déferlante s'écrasa contre lui sans même l'égratigner, comme si elle s'était heurtée à un mur d'acier. Debout, immobile et inébranlable, Shell adressa au chef nul un sourire confiant et moqueur, lui lançant d'un ton provocateur qu'il allait devoir faire beaucoup mieux pour espérer le vaincre. Sa hache brillait entre ses mains alors qu'il s'élança en avant, prêt à en découdre avec le boss. Ses mouvements étaient fluides, puissants et portés par une rage contrôlée. Le chef nul avait trouvé un adversaire à sa hauteur, et Shell, quant à lui, était bien déterminé à prouver une fois de plus pourquoi il méritait son titre de barbare légendaire. La bataille promettait d'être épique. Shell activa instantanément sa peau d'ogre, cette capacité défensive extraordinaire qui le rendait aussi solide qu'une montagne. Grâce à sa puissance phénoménale, il resta parfaitement indemne, immobile et imposant comme un démon invincible. Un sourire narquois s'étira sur son visage alors qu'il narguait le chef nul, soulignant avec sarcasme que jouer avec le feu n'était décidément pas une manière impressionnante de faire une première impression. Sa confiance éclatait dans chacun de ses gestes, une aura indomptable émanant de lui. Tenant fermement sa hache par son tranchant affûté, il s'élança avec une détermination inébranlable. Son œil gauche, brillant d'un rouge pourpre intense, était le signal clair qu'il était prêt à riposter avec toute sa force. En un instant, il activa sa compétence spécialisée, la technique de lancer. Infusant sa hache de mana magique, il augmenta considérablement sa puissance et sa vitesse. En moins d'un battement de cœur, la hache fendit l'air, volant droit vers le chef nul avec une précision terrifiante et un potentiel destructeur incroyable. Le monstre, pris de panique, tenta désespérément de bloquer l'arme avec sa propre épée massive. Mais ses efforts s'interrompirent brutalement lorsqu'il réalisa, trop tard, que Shell n'était déjà plus à sa position. Vrombissant comme un météore, Shell fonça droit sur lui, poing serré et prêt à frapper. Son expression était absolument terrifiante, une incarnation brute de la puissance barbare. Le chef nul, déséquilibré et complètement pris au dépourvu, sentit le poids de l'inéluctable s'abattre sur lui alors que le coup dévastateur de Shell arrivait avec une force inouïe. Apparaissant presque ivre d'une énergie intense et surnaturelle, avec un air menaçant et une déclaration bien sentie qu'il n'en avait pas terminé, Shell écrasa violemment le monstre dans le sol avec une force phénoménale. Dans une séquence ultra rapide, sa hache s'était entrelacée avec l'arme du monstre, mais il la récupéra habilement tout en maintenant une position dominante, son pied appuyé fermement sur le corps de la créature. S'inspirant des traditions barbares anciennes, Shell proclama de façon spectaculaire que les guerriers victorieux réclamaient toujours la tête de leurs adversaires comme trophée. Une notification massive surgit alors, annonçant que Shell avait réussi l'épreuve secrète du donjon et détaillant la liste des récompenses. La récompense principale était l'emblème du chef, un artefact incroyable et incolore doté d'un potentiel extraordinaire. Cet emblème permettait à Shell de créer un groupe capable de revendiquer des territoires stratégiques à travers le monde. Face à cette révélation, Shell réalisa toute l'importance de sa réussite. Il avait désormais le pouvoir d'établir sa propre tribu. Comme si cela ne suffisait pas, il obtint également un bâton de gardien, une arme magique d'une puissance redoutable, autrefois utilisée par les chamans nuls. Ce bâton renfermait une magie protectrice profonde. Avec un sourire satisfait et une confiance éclatante, Shell brandit fièrement son nouveau trophée, affirmant qu'il appartenait désormais à sa collection grandissante de butins durement gagnés. Une autre notification apparut alors, annonçant qu'une récompense spéciale pour avoir terminé le donjon en premier avait été débloquée. Curieux, Shell activa cette récompense et découvrit la carte du monde. À l'instant où il cliqua dessus, un tatouage mystérieux sur son brassard se mit à briller d'un vert vif. En ouvrant sa paume, une carte holographique surgit devant lui, flottant comme par magie. Shell remarqua rapidement que seules les régions de New Soul et Abbey Bonsang étaient illuminées, tandis que les autres zones restaient floues, marquant les lieux qu'il n'avait pas encore explorés. Devant l'immensité des territoires inconnus, une vague d'enthousiasme déferla en lui. Son esprit aventureux s'enflamma à l'idée de conquérir ces vastes terres. Son sourire s'étira, à la fois étrange et joyeux, tandis qu'il se laissait emporter par les possibilités infinies qui s'offraient à lui. Après avoir quitté le donjon qui se remplissait d'eau, Shell se retrouva face à un autre défi, des murs lisses et traîtres, sans aucune prise pour escalader. Il examina minutieusement la surface, cherchant une solution pour franchir cet obstacle. Alors qu'il s'apprêtait à toucher le mur, une voix l'interpella soudainement. Par réflexe, Shell répondit en criant pour signaler sa position. Surgissant à l'entrée de la grotte, Jing apparut, les yeux emplis de larmes de soulagement. Sans pouvoir se retenir, il éclata en pleurs comme un enfant, soulagé de voir que Shell avait survécu. Tremblant d'émotion, Jing annonça qu'il allait faire descendre une corde. Shell observa son compagnon avec un sourire fier, réalisant que Jing avait tenu sa promesse.
Une fois sorti de la grotte, Jing s'empressa de vérifier si Shell allait bien, mais celui-ci déclara avec assurance qu'il était au top de sa forme et invita son ami à assister à quelque chose d'encore plus impressionnant. Pendant ce temps, les deux archers qui les avaient observés en silence se tenaient en retrait, intrigués par l'étrange interaction qui se déroulait sous leurs yeux. Yang-Su consulta discrètement son capitaine, s'interrogeant sur la prochaine stratégie à adopter. Le capitaine, visiblement pensif, rappela que leurs ordres étaient clairs. Ils devaient surveiller et protéger un individu spécifique. Ils décidèrent alors de masquer leur véritable identité, sachant que Shell avait une réputation tenace d'antipathie envers les soldats. Jing, plein d'enthousiasme, désigna les archers comme étant ceux qu'il avait sauvés des bandits un peu plus tôt, attirant une fois de plus l'attention de Shell. Shell esquissa un sourire reconnaissant à l'égard de leurs interventions utiles. Le capitaine se présenta alors sous le nom de Choi, tandis que son sergent, Yang-Su, expliqua qu'ils se connaissaient depuis leurs années universitaires, Choi étant son aîné. Employant sa compétence unique de recherche, une capacité qui lui permettait d'observer et d'analyser ses cibles avec une précision exceptionnelle, les yeux de Shell se mirent à briller d'un bleu intense. Après avoir terminé son analyse, il remarqua que les deux soldats dégageaient une force remarquable. Pris de panique, les deux comparses échangèrent des murmures nerveux, se demandant si Shell avait deviné leur véritable statut militaire. Avec un air sérieux, Shell les confronta, leur demandant s'ils étaient également venus pour éliminer les bandits. Soulagés de constater qu'ils n'avaient pas découvert leur identité, ils répondirent rapidement qu'eux aussi avaient une rancune importante envers ces criminels. Cependant, leur nervosité grandit lorsque Shell exigea davantage de détails sur cette fameuse rancune. Acculés, les soldats improvisèrent une histoire sur le champ. Yang-Su déclara avec émotion que sa mère avait tragiquement perdu la vie à cause des bandits. Shell, toujours stoïque, les bras croisés, s'inclina légèrement, se déclarant être le frère de Yang-Su tout en exprimant sa sympathie pour cette perte tragique. De manière inattendue, il proposa de l'aider à venger sa mère, expliquant que puisqu'il avait déjà sauvé Shing, venir en aide à Yang-Su serait une extension naturelle de ses exploits héroïques. Le capitaine, perplexe face à cette déclaration, souligna avec scepticisme que Yang-Su avait 31 ans. Sans se démonter, Shell répondit avec désinvolture qu'il avait 32 ans, ce qui laissa les deux soldats totalement abasourdis. Voir un adolescent affirmer si fièrement un âge improbable les laissa bouche bée. Shell les rassura alors, promettant solennellement que la tête de Jang Go-shil serait posée sur l'autel commémoratif de la mère de Yang-Su. Ce dernier resta figé, oscillant entre confusion et amusement face aux bizarreries de Shell. Le sergent, quant à lui, écarquilla les yeux lorsque Shell partagea son plan d'une manière un peu trop joyeuse, allant jusqu'à promettre de venger cette mère dont il n'était même pas sûr qu'elle soit morte. L'atmosphère devint encore plus surréaliste lorsque Shell jeta un bras autour de l'épaule du sergent et éclata d'un rire sauvage et incontrôlable. Tout en riant, il déclara fièrement qu'il avait une réputation d'homme ambitieux et qu'il était impressionnant de revenir aussi vite pour affronter Jang. Le capitaine, toujours sur ses gardes, s'adressa alors à Shell en lui demandant s'il avait un plan précis pour la suite. À ces mots, Shell se retourna furieusement, les yeux flamboyants d'un rouge sombre, et s'exclama d'un ton autoritaire qu'il devait être appelé CH. Terrifiés au point de presque perdre leurs moyens, les deux soldats s'exécutèrent en balbutiant et en l'appelant précipitamment frère CH, tout en répétant nerveusement leurs questions sur la stratégie à suivre. Fidèle à son tempérament décontracté, Shell éclata de rire et leur expliqua qu'ils allaient fouiller chaque recoin de ce trou pour débusquer la cachette des bandits. Serrant le poing avec enthousiasme, il déclara avec une détermination inébranlable qu'il chargerait directement pour éliminer Jang. Selon lui, c'était tout simplement le plan parfait. Soudain, le capitaine leva la main comme un élève studieux et demanda timidement s'il pouvait dire quelque chose. Shell, amusé, répondit en l'appelant petit frère, l'encourageant à parler. Le capitaine, visiblement mal à l'aise, expliqua alors que les traces étaient encore fraîches et qu'il n'était pas nécessaire de fouiller à nouveau. Shell, toujours aussi confiant, hocha la tête, prêt à passer à l'action, tandis que les soldats échangeaient des regards résignés, se demandant dans quoi ils venaient de s'embarquer. Il pointa alors vers la montagne en leur indiquant que la base principale se trouvait au sommet du 4e pic, à l'est. Shell fut surpris par tant de précision et demanda au capitaine comment il en savait autant. Le capitaine, tout sourire et fier comme un coq, répondit joyeusement qu'il avait fait beaucoup de recherches pour sa vengeance, après avoir été laissé pour compte. Shell, amusé, trouva que c'était une bonne idée et déclara qu'ils allaient foncer droit vers le sommet. Sans perdre de temps, Shell et les soldats lancèrent un assaut fulgurant contre les bandits, les éliminant sans effort comme s'ils n'étaient rien de plus que des poulets apeurés. Pendant le chaos, un archer tira 3 flèches droit sur Shell, mais avec un mouvement vif de son bras, il les brisa en plein vol. Sa résistance au poison s'activa aussitôt, lui permettant de rester parfaitement indemne. Sans hésiter, Shell balança son arme avec une puissance incroyable, tranchant la tête de l'archer d'un seul coup tout en s'exclamant que ses petits tours ne suffiraient jamais à l'arrêter. Une fois les bandits neutralisés, Jing resta bouche bée devant la résistance impressionnante de Shell et s'écria que c'était génial. Bjorn, de son côté, approuva tout en riant sans se prendre la tête. Le sergent, cependant,
dit avec une pointe d'inquiétude au capitaine que ce type était un véritable idiot, mais un idiot redoutablement efficace. Il ajouta qu'à ce rythme, Shell pourrait même vaincre Zhang au Shil. Le capitaine, surpris, répondit que si cela arrivait, ce ne serait certainement pas une mauvaise chose. Le sergent expliqua alors qu'il y avait 3 forces majeures dans la région. Au sud-ouest se trouvait New Seoul, gardée par les militaires. Au nord-est, les bandits de bon sang, et plus au nord, les bandits du désert. C'était précisément cette dispersion qui empêchait l'armée de maîtriser la situation. Les bandits, menés par Zhang au Shil, possédaient une agilité et des compétences de combat redoutables, rendant toute offensive périlleuse. Si les troupes venaient à être affaiblies, New Seoul ne pourrait plus se protéger contre les menaces montantes. Le capitaine réalisa que si le Major Lee était en position centrale à New Seoul, la défaite de Zhang au Shil par Shell pourrait changer la donne. Mais soudain, Shell tomba à genoux avec une telle force que le sol trembla sous lui. Jing, alarmé, se précipita vers lui, demandant avec anxiété si tout allait bien, tout en ajoutant qu'il semblait se pousser beaucoup trop fort. Le capitaine, également inquiet, répéta la question d'un ton nerveux. Tout le monde resta figé en voyant le corps de Shell rougir comme s'il était en feu, sa respiration haletante et son visage visiblement épuisé. Shell expliqua, dans un souffle, qu'il se sentait étourdi depuis l'activation de la pierre statistique. À ce moment précis, une immense fenêtre de notification rouge apparut devant lui, l'informant que ses capacités ne progressaient plus et que l'activation de la pierre statistique avait causé une surcharge, provoquant un dysfonctionnement du système. Serrant sa tête d'une main et tenant un cristal rougeoyant dans l'autre, il réfléchissait à cette mystérieuse surcharge, intrigué par le fait qu'aucun effet grave, hormis les étourdissements, ne s'était produit. Le sergent, les yeux écarquillés, demanda alors si Shell avait absorbé une quantité massive de pierres d'un coup. Appuyant son interrogation, il insista pour savoir combien de pierres statistiques il avait utilisé. Shell, l'air penaud et affichant une expression malicieuse, avoua avoir utilisé environ 30 pierres. La mâchoire du sergent tomba instantanément, figée dans un mélange de choc et de consternation. Il expliqua avec véhémence qu'aucun humain n'était capable de traiter autant de pierres statistiques en une seule fois. Non seulement cela ne permettait pas aux statistiques de s'appliquer, mais cela risquait également de provoquer une surcharge fatale, pouvant entraîner la mort. La panique s'installa, mais Shell, fidèle à lui-même, resta étrangement calme. Un sourire discret flottant sur ses lèvres, comme s'il trouvait cette situation aussi amusante que dangereuse. Le sergent hurla au capitaine qu'il devait absolument retourner au village pour soigner Shell. Mais le capitaine, encore figé d'incrédulité, répondit qu'il était déjà trop tard. Ils étaient au cœur du territoire des bandits. Soudain, un groupe d'hommes armés surgit des ombres, les attendant de pied ferme. À bout de souffle, Shell n'eut même pas le temps de reprendre ses esprits lorsqu'un des bandits, avec un ton moqueur, s'écria que le grand gaillard, celui qui s'était écroulé dans une flaque d'eau plus tôt, était revenu pour un second tour. Sans hésiter, Shell rassembla le peu d'énergie qui lui restait et se précipita en avant, abattant le bandit d'un coup de paume ferme. Il le traita de menu fretin avec un dédain bien mérité. Puis, puisant dans ses dernières forces, il rugit à plein poumon, exigeant que Zhang se montre, déclarant qu'il n'était là que pour une seule chose, la vengeance. Les soldats, paniqués, tentaient désespérément de l'arrêter, le suppliant de ne pas se battre dans son état. Non loin, Zhang, le roi de la montagne, se contenta de nettoyer ses dents avec un cure-dent, un sourire narquois et arrogant étalé sur son visage. Il se moqua ouvertement, demandant qui osait profaner son nom. Puis, avec une désinvolture effrayante, il jeta son bâton de côté et s'avança à grands pas vers eux, son sourire s'élargissant davantage. Malgré son état épouvantable, Shell lui rendit son sourire avec un sarcasme piquant, lui demandant si c'était bien lui, ce fameux roi de la montagne, qui semblait un peu trop plein de lui-même. Zhang éclata de rire, clairement amusé, et se moqua en promettant que cette fois, il tuerait Shell pour de bon. Sans perdre un instant, Zhang hurla à ses hommes de charger. Les bandits se ruèrent sur eux, et les soldats réussirent à en repousser quelques-uns avec leurs épées. Zhang, quant à lui, fonça droit sur Shell, déclarant qu'il s'occuperait personnellement de lui. Zhang utilisa son arme à longue portée pour tenter de prendre l'avantage, mais Shell, imperturbable, brandit sa hache pour contrer l'attaque. Alors que Zhang balançait son arme avec force, il s'exclama, amusé, que Shell n'était pas si mauvais pour bloquer ses coups avec une arme aussi minable. Puis, ricanant, il lui demanda combien de temps il comptait tenir. Shell, sans se démonter, lui répondit de cesser de parler et de continuer le combat. Les deux adversaires s'affrontèrent violemment, leurs armes s'entrechoquant dans une intensité tonitruante qui résonna à travers tout le champ de bataille. Chaque coup donnait lieu à un vacarme assourdissant, un véritable duel de puissance brute. Le visage de Zhang se tordit en un sourire mauvais tandis qu'il avançait, implacable, vers Shell. Puis, avec un coup écrasant, il frappa Shell en pleine poitrine, le projetant violemment en arrière. L'impact fut si brutal que Shell s'écrasa contre une lourde structure en bois, la brisant sous la force du choc avant de retomber lourdement au sol. Assis là, Shell haletait, son corps battu et endolori. Il ne pouvait nier la puissance écrasante de Zhang, ni l'étendue de ses attaques, qui ne laissaient aucune ouverture exploitable. Pourtant, déterminé à ne pas abandonner, Shell serra fermement son arme et se redressa, prêt à tout donner. Avec un cri de guerre, il chargea Zhang de toutes ses forces. Zhang, lui aussi, balança son arme avec une puissance incroyable.
et leurs coups se percutèrent à une intensité telle que leurs armes s'entremêlèrent, les verrouillant dans une lutte acharnée. Dans un geste audacieux et soudain, Shell poussa en avant, prêt à prendre l'avantage dans ce combat qui promettait d'être légendaire. Shell lança sa hache dans les airs, emportant l'arme de Zhang avec elle, les deux encore étroitement liés dans une lutte acharnée. Profitant de l'instant, Shell se précipita vers lui, poing fermé, exigeant qu'il règle ça à main nue. Couvert de sang, il se tenait au centre du chaos, ses muscles saillants gonflés de rage pure. Il mit toute sa force dans un dernier coup dévastateur, l'air autour de lui vibrant d'énergie alors que des traînées lumineuses accompagnaient ses mouvements, témoignant de la puissance brute qu'il déployait. Mais Zhang, affichant un sourire narquois, se moqua, demandant comment se battre sans armes pour échanger quoi que ce soit. Repérant une ouverture sur le corps de Shell, Zhang ajouta qu'un simple humain ne pourrait jamais le vaincre. Avec toute sa force, il frappa Shell au bras, mais juste avant l'impact, Shell activa sa peau enchantée, plus résistante que l'acier. Le coup qui aurait dû le briser ne laissa que quelques contusions à peine visibles, tandis qu'un feu vert éclatant illuminait son bras. D'un ton calme mais assuré, Shell déclara qu'il n'était pas humain. Zhang éclata de rire, déclarant qu'il le savait déjà, et que c'était donc bien la peau d'un ogre. Avant que Zhang ne puisse ajouter quoi que ce soit, Shell lui décocha un coup de poing direct au visage, tout en souriant et en lui reprochant de trop parler. Mais même après ce coup puissant, Zhang semblait insensible. À cet instant, il activa sa propre peau d'ogre, faisant luire le haut de son corps d'une lueur verte intense. D'un ton moqueur, il ajouta que les enfants de nos jours n'écoutaient jamais leurs aînés. Shell, choqué, se demanda comment Zhang pouvait posséder la même capacité que lui. Sans prévenir, Zhang fondit sur lui avec une rapidité incroyable, lui assénant un violent uppercut qui le projeta dans les airs. Les soldats, totalement abasourdis, assistaient impuissants à la scène. Jing, qui luttait contre un bandit non loin de là, marmonna avec inquiétude que Shell était clairement dépassé. Le groupe de soldats, encerclé par les bandits, envisagea de tenter de récupérer Shell et de fuir si la situation tournait encore plus mal. Mais le capitaine, conscient du nombre écrasant d'ennemis, expliqua que c'était impossible. Soudain, le sergent demanda au capitaine de regarder dans une autre direction. Ce qu'ils virent les glaça sur place. Zhang tenait fermement Shell contre lui, tandis que ce dernier poussait un cri de douleur. Les soldats étaient totalement sidérés par la scène, incapables de comprendre comment les choses avaient pu tourner ainsi. Jing, désespéré, cria de toutes ses forces pour Shell, alors qu'un bandit surgit soudainement du ciel pour les attaquer. Le capitaine intervint juste à temps pour repousser l'ennemi, mais ce dernier éclata de rire, affirmant que résister ne servait à rien. Pendant ce temps, Zhang continuait de serrer Shell avec une force écrasante, se moquant ouvertement de lui. Son sourire aux dents dorées brilla alors qu'il demanda avec arrogance où était passée toute la confiance que Shell affichait plus tôt. Fier et provocateur, il ajouta que c'était là le résultat de la chasse aux ogres. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à Manoir Résumé. Votre soutien fait toute la différence et me permet de continuer à partager ces récits incroyables.